Du coup, je suis administrateur de la Fédération Parapluie Rouge. Du coup, nous, on fédère les associations communautaires TDS. Du coup, les associations TDS sur toute la France adhèrent chez nous et comme ça, on arrive à avoir un pouvoir plus centralisé au niveau du plaidoyer qui se trouvera au travers du... Pardon, c'est pas clair. Les associations vont fédérer chez nous pour que nous, on porte le plaidoyer de manière nationale et plus globale. Comme ça, le travail vraiment d'accompagnement local est fait par les associations. Et nous, on essaie de prendre plus de temps sur le plaidoyer national, travailler sur le cadre législatif, légal et sur les données, etc. Donc concrètement, ce que nous, on fait à la fédération, plus précisément, on a Berthe, qui est une coordinatrice qui est juste là-bas, tout à votre droite. Et nous avons Chèche et qui n'est pas encore là, mais Anaïs, que j'ai perdu des yeux, qui est tout au fond à gauche, sur le fundraising. Donc, ça recherche de thunes. Vive la thune. Donnez l'argent, s'il vous plaît. Voilà. Du coup, comme on vous le disait, pour faire du plaidoyer, du coup, on a 2 personnes qui sont salariées chez nous qui récoltent toutes les informations que les associations communautaires en local nous transmettent. Du coup, il y a un gros travail d'harmonisation des données, donc faire en sorte que tout ce que les associations font soit intelligible et qu'on puisse après le transcrire sur du plaidoyer concret, sur quoi on peut proposer pour que le cadre légal change, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les violences se réduisent sur nos communautés, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'accès général de nos communautés, enfin l'accès aux droits de nos communautés et leur vie s'améliore. Donc ça, c'est notamment porté par Berthe en principal, et du coup, Anaïs et Chèche sont sur la question de l'argent, parce qu'encore une fois, la thune. Donc concrètement, je vais laisser après la présentation de l'événement Core à Tamas. I understand you, and I really apologize. But I can't speak French, but I understand quite much. So hello, welcome. It's so good to see so many of you. Oh, hi, there you are as well. Oh, it's hi, Apostolos. Good to see you. So first of all, my name is Tamás Beretsky. I come originally from Hungary. That's why I have this weird name. And I've been living in Berlin and work with the German Federal AIDS Service, which is responsible, together with AIDS Action Europe, the network of HIV organizations in Europe, for hosting the project CORE. And I will say a couple of words about CORE for you to understand and to see what this is about. But before I do that, it is my duty and also an absolute honor to say thank you, first of all, to all of you who are here today, but also to the people who organized this event. First and foremost, I would like to thank and celebrate Fédération Parapluie Rouge for the work that they have done with this event. Of course, also ESWA, the European Sex Workers Alliance, who have put a lot of work into this. Thank you very much to Amnesty International for hosting us here. Thank you, sir. And also to Médecins du Monde for co-organizing this event. So what is CORE? CORE is an abbreviation CORE, which stands for community. I forgot what it stands for. Jesus Christ, I feel so embarrassed. It's community response to end inequalities. This, honestly, just by way of explanation, I was not supposed to hold this talk, but it would have been my colleagues Natalia Gerasimchuk and Muhammad Sharjil from EATG. Hello, EATG, who are also partners in CORE. But they couldn't come, so they had to cancel on short notice. And that's why I'm making a fool of myself here in front of you. So CORE, this project is funded by the European Union. It will end in December and has been going on for 3 years. And its main objective is to link underserved and underrepresented populations
to healthcare, especially through the axis of intersectionality, sexual minorities, and other populations that are often forgotten or not heard. So these are people living with HIV, migrant communities, sex workers, trans people, and their organizations form the consortium of the project CORE. CORE covers 12 countries in the EU and 24 different organizations that we work with. These are all community-based and community-led organizations that provide health care services in one way or another. Usually this is HIV, viral hepatitis and tuberculosis testing, and also linkage to care. And to some extent they also provide other services to their clients. Why does this matter? This matters on different levels. One is that this is the first time that the European Union took a decision to support communities that are usually invisible or even erased, right? So it's not very customary in the practice of the European Union to fund the work of sex worker organizations or trans organizations. It goes a little better with organizations for people living with HIV, but even that is becoming more and more difficult. So that's one level why it is important. But there's an even more important level, which is that CORE can prove and has been able to prove that communities working together in their own organizations can actually make a difference. So this money, which is not a lot of money that we got for this project from the EU, has been invested tremendously well, and the return on this investment has also been very, very good and very important, because hundreds more people could be tested and hundreds more people could be linked to care, and hundreds more people and dozens more organizations could participate in shaping the policy of the European Union to some extent, but also establishing a forum for working together and for talking to each other. And that's what you can see here today as well. We have a series of such events. This meeting here is not the only one that CORE has organized. We already had one in Warsaw and another one in Barcelona, and there will be another one in Berlin, and now this one. So we really try to go around and make sure that organizations and people can get connected and can get in touch with each other. So with that, I wish you a good and useful time that we will spend here together. And once again, I would like to thank all the organizers and everyone who worked really, really hard in the last 6 months to make this event happen. Thank you. Who's next? Thank you for l'explanation, Thomas. Hop. Du coup, comme Thomas l'a très bien expliqué, on est clairement très content qu'il y a du coup un projet qui soit sur l'approche communautaire, comme nous on la porte. Concrètement, on voit très bien que l'approche communautaire est très fonctionnelle, en fait, et est très effective de manière très pragmatique, encore une fois. J'insiste beaucoup sur cette question-là. Plein de choses sont permis grâce au fait qu'on est concerné entre nous. Clairement, dans le discours, on casse quelque chose, on facilite l'accompagnement des personnes. J'en profite, comme il y a plusieurs nouvelles personnes, que l'événement est filmé. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, mettez-vous sur plutôt les marges. Merci. Du coup, sur l'approche communautaire, on va du coup je vais vous décrire le plan de la journée pour concrètement dire ce que l'approche communautaire peut faire. Donc, le premier accès, première session, va être sur l'accès des travailleuses du sexe, au dépistage du VIH, à l'orientation et l'accompagnement vers les soins, vers une mise en œuvre complète du référentiel national de 2017 sur la réduction des risques pour les travailleuses du sexe afin d'éliminer les obstacles structurels. Donc ça va être la première session. La deuxième va être
le rôle des travailleuses du sexe dans l'élaboration de récits dans les médias. Donc je reste intentionnellement flou parce qu'il y aura des gens qui sont plus experts que moi qui vont vous expliquer après. Et la dernière session, troisième et dernière session, le rôle des députés nationaux et européens dans le soutien aux réponses communautaires. Donc je vais passer à la suite. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors, du coup, en effet, comme disait Sarah-Marie, qui va justement prendre la parole juste après pour représenter le positionnement de Médecins du Monde France. Et après Sarah-Marie Maffesoli, on verra Amnesty International sur le travail du sexe également, avec Sébastien Tuller. Donc je me présente, je suis Sarah-Marie Maffesoli, référente sur les questions de travail du sexe chez Médecins du Monde. Voilà, ça fait longtemps que je fais ça et ça fait 15 ans que je suis activiste pour les droits des travailleuses du sexe, féminin générique. Je voulais juste vous représenter le positionnement de Médecins du Monde. Je suis désolée, je ne me mets pas au milieu parce que la lumière est très désagréable. Le positionnement de Médecins du Monde, qui est un positionnement sur la réduction des risques avec les travailleuses du sexe, et une approche communautaire. Nous ne sommes pas une organisation communautaire, et c'est très important de le rappeler, parce que nous n'avons pas du tout vocation à le devenir, mais par contre, nos projets avec les travailleuses du sexe sont des projets qui essayent de mettre en œuvre une approche communautaire avec une base de non-jugement, bien évidemment. Ce qui permet de rappeler que Médecins du Monde n'est pas pour le travail du sexe, pas plus que nous ne sommes contre le travail du sexe. En fait, ça n'a pas vraiment de sens d'être pour ou contre le travail du sexe. Nous n'avons pas de positionnement sur le sujet, justement aussi parce que nous ne sommes pas une organisation communautaire. Pour autant, nous sommes une organisation qui portons un plaidoyer fort en faveur de la décriminalisation totale du travail du sexe, à la fois des personnes qui exercent l'activité, des clients, bien évidemment, mais aussi des intermédiaires. Et ce positionnement, et tout comme cette terminologie, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient justement du respect de la parole des personnes concernées et de l'approche communautaire. Parce que ce sont les communautés qui, les premières, se sont désignées comme exerçant le travail du sexe. Donc nous, en tant qu'organisation communautaire, on ne va pas dire aux personnes concernées comment est-ce qu'elles doivent parler et leur dire que non, elles n'exercent pas le travail du sexe, mais qu'il faudrait qu'elles disent avec euphémisation leur activité. C'est un positionnement qui est donc conforme à ceux de toutes les organisations de travailleuses du sexe, qu'il s'agisse au niveau international, régional ou national. C'est aussi le positionnement des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'ONU-SIDA, du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Donc c'est pas un positionnement isolé, c'est un positionnement qui a été aussi porté dans des revues scientifiques, et je me permets de rappeler The Lancet, qui a clairement montré que la décriminalisation du travail du sexe permettrait de réduire les contaminations VIH des travailleuses du sexe de 33 à 46%. Donc on n'est pas dans quelque chose de négligeable à la veille de la conférence européenne sur le sida, et dans un contexte où tout le monde le sait, l'épidémie va repartir dramatiquement avec toutes les coupes de financement sur le VIH. À un moment donné, se positionner sur des choses efficaces qui ne coûtent pas tant d'argent que ça, c'est-à-dire l'approche communautaire et redonner le pouvoir d'agir aux communautés, c'est ça qui est de véritablement important. Et c'est pour ça que Médecins du Monde avait à cœur aujourd'hui de participer à l'organisation de cet événement avec la Fédération Parapluie Rouge, la fédération des organisations communautaires de travailleuses du sexe en France, justement pour marquer le soutien à cette approche communautaire et à cette lutte pour les droits des travailleuses du sexe, pour leur accès à la santé et aux droits, parce qu'il n'y aura pas d'accès à la santé tant qu'il n'y aura pas d'accès aux droits. Voilà, et je vais, comme Amnesty International nous accueille très généreusement, je vais passer la parole à mon camarade Sébastien. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Je m'excuse, j'ai pas beaucoup de voix, mais le micro va m'aider. Sébastien Tuller, donc je suis responsable des questions des droits des personnes LGBTI+, les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes et autres personnes minorisées en raison du genre. En fait, pourquoi c'est moi et pas quelqu'un qui travaille sur les droits des femmes ou les questions de genre qui vous présente Amnesty aujourd'hui, c'est parce que j'étais la seule personne disponible, mais aussi parce que historiquement, Amnesty a commencé à travailler sur les questions des droits des travailleurs et travailleuses du sexe par un prisme qui était déjà un peu intersectionnel, par les droits des personnes LGBT, les personnes qui vivaient avec le VIH. Parce que quand on a publié de nombreux rapports, en fait, depuis les années, j'ai regardé 90 et 2000, où on s'interrogeait aux persécutions des personnes qui étaient situées en marge de la société, qui étaient marginalisées en raison de leur sexualité, en raison de leur genre, en raison des normes hétéro-cis patriarcales. Et donc, on documentait déjà de nombreuses violations des droits humains des personnes qu'on n'appelait pas encore travailleurs et travailleuses du sexe, parce qu'on n'avait pas de position sur le sujet. Mais donc voilà, il y avait une terminologie qui était un peu aléatoire. Et il y a plus de 10 ans, donc c'est en 2015, on s'est vraiment posé la question d'avoir vraiment un corpus, une stratégie, un plaidoyer, une position vraiment globale sur les droits des personnes, des travailleurs et travailleuses du sexe. Et donc ça fait déjà 10 ans qu'on a aussi, mais je ne vais pas vous répéter on a à peu près le même positionnement de décriminalisation totale du travail du sexe. Désolé pour la traduction, je vais me ralentir un peu, pardon, je ne les ai pas vus. Et donc voilà, le sujet, c'est pas uniquement de dépénaliser le travail du sexe, mais vraiment toutes les composantes du travail du sexe, et notamment la question du proxénétisme ou des lois qui encadrent aujourd'hui le proxénétisme, notamment en France. On a une approche mondiale, donc il y a encore plus de 120 pays dans le monde qui pénalisent de près ou de moins le travail du sexe, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc depuis 2015, avant de prendre une position, qui est la position mondiale d'Amnesty, Amnesty c'est un mouvement, il y a une position, chaque section suit la même méthodologie. On a continué de faire des recherches dans la plupart des pays, dans tous les continents, pour avoir un peu, pour documenter les violations des droits humains, mais avoir vraiment une idée de toutes les approches qui ont été testées par les gouvernements et essayer de trouver celles qui portent le moins atteinte aux droits des travailleurs et travailleuses du sexe, et on est toujours persuadé que c'est la décriminalisation totale. Il y a 10 ans, on a aussi pris position, comme c'est un aspect santé, sur la décriminalisation de l'usage des stupéfiants. Et c'est une position voilà, il y a peu de travail qui est fait par la section française sur les stupéfiants, mais je pense que c'est intéressant aussi de l'avoir en tête, qu'on travaille quand même pas mal là-dessus. Et donc, si ça vous intéresse, tous les rapports d'Amnesty sont traduits dans plusieurs langues. Ils sont disponibles sur le site internet d'Amnesty International, sur tous les continents, différentes approches. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller les voir. Et en France, on a mis du temps à mobiliser la section pour que la section française vraiment participe à un vrai travail de plaidoyer de campagne et pas simplement de relais de ce qui se passe dans d'autres sections. Et donc voilà, il y a plein de recherches qui sont maintenant menées aussi sur la France, notamment un qui a été mené par Lola, qui est chargée de plaidoyer, qui est dans une réunion à côté, qui est désolé de ne pas pouvoir être là, mais qui travaille sur la question de la réception des personnes qui portent plainte pour VSS en France, et notamment les personnes qui sont déjà marginalisées parce que migrantes, parce que personnes trans, parce que travailleuses du sexe, et qui montrent que c'est déjà compliqué en gros de porter plainte quand on est une femme, et encore plus quand on est à l'intersection d'autres critères de discrimination, et notamment quand on est une personne TDS. Et donc il y a plein de recommandations pour l'État français. On a aussi, voilà, il y a plein de choses qu'Amnesty France arrive à faire, notamment dans le plaidoyer pour les présidentielles, bientôt les municipales. Il y a des arrêtés municipaux toujours qui traînent. J'en profite parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans des élus municipaux, dans des conseils parisiens dans la salle. Donc voilà, il y a toujours un gros travail de plaidoyer et de campagne. Donc voilà, on est très heureux que vous soyez aujourd'hui ici. Je ne vais pas prendre plus de temps. Et merci à vous d'avoir organisé cet événement dans nos locaux, et bonne conférence, bon événement. Alors, comme on l'a dit, de toute façon, tout l'événement, toute l'après-midi, est sur la santé communautaire et l'approche communautaire en santé. On avait à cœur de revenir sur cette première table ronde sur la question ce qu'on appelle le décret réduction des risques travail du sexe, qui est assez méconnu. En 2016, quand la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel, je vais essayer de parler plus lentement. N'hésitez pas à me faire des grands signes quand je vais beaucoup trop vite et que la traduction, vous commencez à craquer. J'ai tendance à parler très très vite. Donc, la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel donc ça a mis en place la pénalisation des clients. Bon, il faut quand même dire le bon côté aussi, a abrogé la pénalisation du racolage public qu'on réclamait quand même depuis 13 ans, avait son volet dit social, sur lesquels je ne vais pas revenir maintenant, et avait également son volet santé, qui a été totalement invisibilisé,
qui était l'adoption d'un décret instituant un référentiel sur la réduction des risques en direction des personnes exerçant le travail du sexe. C'est un décret dont on ne parle jamais pour une raison assez précise. C'est parce que rien n'est véritablement prévu. Il n'y a pas de ce qu'on appellerait de financement fléché. C'est-à-dire qu'il est prévu un référentiel, mais il n'y a pas d'endroit où on dit ces actions sont essentielles et donc l'État, dans une logique de santé des personnes et de santé publique, doit financer ces actions. Et ce qui est quand même très dommage. Et donc c'est vrai que nous on avait envie aussi de rendre visible ce décret qui peut être mis en œuvre dans un contexte répressif. On va pas se mentir. Tout contexte répressif est une entrave à l'accès à la santé aux droits des personnes exerçant le travail du sexe. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être mises en place malgré tout. Et ce qui est très intéressant dans ce décret, c'est qu'il y a quand même un accent qui est mis. Alors, je suis désolée, j'ai plein de feuilles parce que pour pouvoir le partager avec vous, je suis allée réimprimer le décret que vous pouvez trouver sur le site Légifrance. C'est très facile, hein, vous tapez décret réduction des risques, travail du sexe 2017, vous tombez dessus tout de suite. Donc ce décret met en exergue notamment l'approche communautaire. Les associations communautaires sont mentionnées, donc c'est-à-dire c'est pas seulement le fait d'avoir une approche communautaire en santé, ce que même des associations non communautaires peuvent éventuellement faire, moins bien, mais un petit peu. Mais les associations communautaires sont directement mentionnées. La médiation par les pairs est également mentionnée, c'est-à-dire qu'il y a une véritable reconnaissance de l'expertise vécue, de l'expérience et des compétences spécifiques aux personnes exerçant ou ayant exercé le travail du sexe pour favoriser l'accès à la santé et aux droits de leurs pairs, donc des personnes exerçant le travail du sexe, que ce soit par un travail d'information, que ce soit par un travail de prévention. Le décret se décompose en plusieurs parties avec des objectifs, des modalités d'intervention, l'amélioration de l'accès aux outils de prévention, l'information, l'orientation, l'accompagnement. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est de rappeler que il est précisément rappelé dans ce décret que la police ne doit pas être un obstacle aux actions de réduction des risques, que la police doit connaître les associations qui ont des actions de réduction des risques avec les travailleuses du sexe pour justement ne pas faire obstacle à cette réponse en santé, que les commissions départementales de lutte contre la prostitution, etc., doivent également connaître les associations communautaires et les associations qui ont des actions de réduction des risques. Donc il y a une manière d'appréhender la question du travail du sexe comme un tout et pas seulement par un angle de la réorientation de carrière, contrairement à ce qu'on veut tout le temps mettre en avant. Il y a beaucoup de choses sur la question des pairs. Il y a un point moi, qui m'apparaît quand même assez important dedans, c'est qu'il y a la reconnaissance de la question des violences auxquelles sont exposées les travailleuses du sexe comme une question de santé. Or, à l'heure actuelle, en France, il y a une dichotomie totale entre, d'un côté, des questions de santé et de l'autre, la question des violences, qui ne serait pas une question de santé, ce qui va quand même totalement à l'encontre des positionnements assez clairs de l'OMS sur le sujet. Il y a même la mention de l'autodéfense et de fait de faire des formations d'autodéfense à destination des travailleuses du sexe. Donc, on voit bien que le décret est, in fine, assez complet. Et ça, pour une raison très très simple. C'est qu'il y a peut-être une seule chose sur laquelle les associations communautaires et leurs alliés ont été un petit peu écoutés à l'époque, c'est dans la rédaction de ce décret. Et ce dont nous allons parler cet après-midi, en fait, c'est justement les réponses communautaires qui sont apportées par les organisations de travailleuses du sexe pour que leurs pairs, leurs collègues aient accès à la santé et aux droits. Parce que ce sont sur ces réponses que nous avons capitalisé pour rédiger ce décret et qu'il y a un véritable enjeu à ce que tout un chacun, toute un chacune prenne véritablement conscience de tous les outils dont nous disposons et qui sont reconnus dans les politiques publiques pour les mettre en avant. Donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que mon rôle c'est de la modération, donc il faut que je me taise. C'est toujours très difficile pour moi, comme beaucoup de gens le savent.
On va avoir plusieurs intervenantes cet après-midi. J'essaye de retrouver l'ordre, mais on va avoir en premier lieu Kabiria pour parler du starter kit TPE, justement, qui est mis en place à Lyon avec Antoine, animateur de prévention, et Marie-Belle, médiatrice culturelle hispanophone à Kabiria. On n'est pas très fort pour ce genre de présentation. Du coup, je m'appelle Antoine, je suis animateur de prévention à Kabiria depuis un bon bout de temps. Et moi, je m'appelle Marie-Belle, je suis médiatrice culturelle hispanophone à Kabiria depuis longtemps, 10 ans, à Lyon. Donc, je vais vous présenter un peu rapidement, pour respecter les contraintes de temps, ce qu'on a mis en place à Lyon, ce qui est à notre connaissance une première en France, la distribution par une association, et notamment une association communautaire, d'un starter kit TPE, donc traitement d'urgence anti-VIH. Alors, je vais revenir un peu sur la genèse. C'est essentiellement le fait que on a assisté à une forte précarisation des travailleuses et travailleurs du sexe qu'on rencontrait ces dernières années. On sait toutes et tous les raisons pour lesquelles il y a eu cette précarisation. Je peux revenir rapidement dessus, mais la pénalisation des clients, bien évidemment, la crise sanitaire Covid et le confinement qui empêchait les personnes de travailler, avec en plus à Lyon un contexte particulier de répression, qui, notamment via des arrêtés municipaux, qui empêchaient les personnes aussi de travailler, qui interdisaient le travail en camionnette, qui est la forme essentielle du travail du sexe de rue à Lyon. Tous ces événements ont fait que les personnes étaient très très précarisées et ne souhaitaient plus qu'on les accompagne pendant nos maraudes de nuit aux urgences, comme on pouvait le faire avant, pour ne pas perdre des clients, pour ne pas risquer de se faire emmener la camionnette en fourrière à cause des arrêtés municipaux, etc. À cela s'ajoute bien évidemment la peur du jugement et de l'accueil dans les services hospitaliers, notamment les services d'urgence, et la stigmatisation qui peuvent être faites aux travailleuses du sexe dans ces services. Du coup, on a essayé de réfléchir avec le CEGID, le centre de dépistage de l'hôpital de la Croix-Rousse, avec qui on avait des liens forts depuis très longtemps, à comment mettre en place la délivrance d'un traitement d'urgence pour éviter les pertes de chance d'accéder au TPE pour de nombreuses personnes, pour faciliter aussi l'adhésion thérapeutique au TPE, notamment parce que quand le TPE est proposé par des personnes de confiance, donc les salariés de l'association et notamment les médiatrices culturelles, qui parlent la langue, qui ont une manière d'expliquer les choses qui sont beaucoup plus accessibles aussi pour les personnes rencontrées. Il y a une adhésion au traitement. Du coup, on a mis en place ça. Ça a été en plusieurs étapes. Il y avait une première convention avec l'hôpital qui ensuite a donné lieu... On a informé l'ARS, qui est notre principal financeur, l'Agence régionale de santé, qui nous a fait comprendre gentiment que c'était pas vraiment légal d'avoir cette possibilité-là pour une association, mais qui en même temps ne nous demandait pas d'arrêter. Du coup, on a continué. Et c'est au moment de la réécriture de la convention avec le CEGID, en fait, que le CEGID a souhaité se rapprocher de l'Agence régionale de santé pour essayer de clarifier un peu le contexte légal qui pouvait entourer cette possibilité qui nous était donnée.
Et on a aujourd'hui une convention de délégation de tâches. J'insiste là-dessus parce que ça peut être aussi un modèle qui soit repris par d'autres associations. Parce que je sais qu'il y avait des projets de mettre en place ces choses-là, notamment Griselidis travaillait sur cette question-là, mais il y avait Paloma aussi à Nantes, qui était en discussion avec soit les Corévis à l'époque, soit les coordinations régionales des acteurs de lutte contre le VIH ou avec les ARS, en fonction des régions. Mais voilà, on a une délégation de tâches qui est encadrée du coup par le centre de dépistage et la pharmacie de l'hôpital et qui nous autorise à distribuer des traitements d'urgence dans certaines conditions pour permettre aux personnes du coup le plus éloignées qui auraient des difficultés à accéder au TPE pour leur permettre d'y accéder. Donc c'est une délivrance des premiers cachets, hein, on en a 3 maximum. Excuse-moi. Ouais. Désolé. Aussi pour accéder Pardon. Aussi, comme dit Antoine, mon collègue, accéder les traitements d'urgence, que c'est les TPO. Aussi pour faire des marches qu'avant, un petit peu longtemps, ça ne s'est pas à l'ECJ de Lyon pour faire des marches pour les gens qui n'ont pas de droit médical pour faire les démarches de pouvoir la PrEP. CJ de la Croix-Rouge, ce moment, ça fait quelques moments que maintenant ça passe bien, sont fait les démarches dépannage en attendant que nous, comme association ou l'assistance sociale de l'ECJ, continue les démarches pour que la personne continue se protéger avec la PrEP après un traitement de TPO. Oui, du coup, la délégation de tâches, je crois que j'ai à peu près fait le tour en vrai. L'idée, ouais, c'est vraiment, par cette délivrance de starter kit, de pouvoir... Alors déjà, quand c'est le week-end, il n'y a pas forcément d'accompagnement possible autre qu'aux urgences, avec les difficultés d'accès qu'on peut connaître aux urgences. Et l'idée, c'est de préparer les accompagnements qui auront lieu après par les médiatrices, notamment, ou infirmières, au service de dépistage, au CEGID, qui prendra la suite en fait, de la délivrance du traitement. Mais on travaille avec le CEGID depuis de nombreuses années où il y a un accueil qui est très correct. Très correct. Le CEGID de l'hôpital à Croix-Rouge. Et du coup, ça enlève les freins qu'on peut connaître, notamment sur la peur du jugement et la stigmatisation. Voilà. C'est une possibilité énorme. Cependant, c'est un peu contraignant et ce serait peut-être bien de travailler sur le fait que ce soit du coup une vraie délivrance communautaire, parce que la délégation de tâches impose que la personne qui est référente de ça, c'est une infirmière au sein de l'association. Tous les salariés peuvent délivrer ce traitement, mais sous couvert de l'infirmière, en référant à l'infirmière. Actuellement, à Cabiria, on n'a pas d'infirmière. On a un poste à pourvoir. Et du coup, on est bloqué. Alors même que... Après, nous continuons à faire les démarches avec CEGID, que CEGID est toujours très gentil. Il s'est mis d'accord avec nos urgences, voilà, pour nous arranger le plus vite possible les rendez-vous pour nous rencontrer à CEGID avec la personne pour prendre les traitements. Mais du coup, ça limite quand même ce truc sur les... Ça n'empêche pas, en fait. Nous continuons toujours. Tu veux ajouter autre chose ? Après, ça rentre, ouais, comme le dit Maribel, ça rentre vraiment dans un... C'est un plus qu'on peut avoir, mais on continue. Les accompagnements au CEGID habituel pour bénéficier du traitement d'urgence, ça rentre dans des actions plus larges d'accès à la PrEP aussi, comme le rappelait Maribel. Et nos actions de dépistage aussi. Voilà. Le dernier cas, c'était ne serait-ce que vendredi. Et c'était en proposant un dépistage qu'on a pu avoir
le récit de la prise de risque très récente. Oui, por ejemplo, tu vois, nous faisons des tournées de jour, nous allons rencontrer les gens qui sont, par exemple, à la camionnette, à la campagne, tu vois, c'est des gens qui habitent à la campagne dans la camionnette, tu vois, et c'est des personnes, deux fois suivantes, c'est des personnes de nouvelles personnes, des personnes nouvelles, ça veut dire des personnes qui ne connaissent pas se débrouiller tout seul, o sea, qu'on ne pas se déplacer tout seul, c'est des personnes qui, c'est un public hispanophone qui parle espagnol, qui a rapport de ça aussi, c'est la complication pour faire ce dépannage tout seul, pour aller en urgence, on se dit c'est compliqué. Alors c'est pour ça, nous, l'association Caberia, nous allons rencontrer sur place à ces personnes. Et comme dit Antoine, mon collègue, vendredi passé, nous étions allés rencontrer une dame. C'est une dame que ça fait 2 semaines qu'elle était arrivée, voilà, et nous l'avons rencontrée, et c'était une dame que la nuit de les jours que nous l'ai rencontrée, elle était venue d'avoir un accident de préservatif et elle était là dans les paniques. Je fais quoi? Dans les traumas, je suis malade, dans les traumas, mon famille, il ne faut pas savoir ça parce que voilà, la fille, elle ne connaît pas quoi a fait. Bon, nous est arrivé, comme je dis à mon collègue, dans les meilleurs moments parce que voilà, pour la fille, Caberia nous la salver parce que nous pouvons la fille. Voilà, je appelé tout de suite, je appelé la secrétaire de Segid, voilà, je lui expliqué la situation, je viens de m'encontrer avec une femme qui vient d'avoir un président de préservatif. Oui, Maribel, il n'y a pas de problème à 15 heures. Merci beaucoup. Et voilà, nous étions allés rencontrer les médecins à Segid, voilà, pour soigner la fille, parce que voilà, tu es dans les risques de un accident de préservatif, et voilà. Moi, mon collègue Antoine, il s'est dit de voir la pharmacie. Tout s'était passé bien, toutes les démarches avec les TPO et tout. Aussi, c'est une tâche aussi que s'est dit de faire des démarches avec nous, avec la PrEP. Que ça, c'est un peu compliqué, par exemple, pour les personnes qui sont à la campagne, qui sont isolées comme ça, que c'est compliqué de se déplacer, à parler, qu'on est d'un doigt pour aller, tu vois, la PrEP, c'est un truc que c'est super efficace pour la personne. En cas d'accident de préservatif ou de rapport non protégé. Et c'est une démarche qui s'agit de la Croix-Rouge et vient faire avec nous pour faire le dépannage pour la personne durant 2 mois, o sea, le dépannage durant 2 mois. On attendait que nous, comme association, ou bien l'assistance sociale de Segid, il fait la démarche pour la personne et voit la voie médicale à nous. Et bon, ça dépend le temps, si c'est 2 mois que la démarche de AIMU, voilà. Segid continue la dépanner, sinon ça nous fait la démarche, ils sont attendus la voie médicale pour continuer le traitement. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. À la fin, de toutes les interventions, on aura un quart d'heure de questions-réponses. Donc, vous aurez la possibilité, de toute façon, de demander des précisions et de poser des questions. Donc, on va passer une intervenante en ligne. Marie, normalement, on va te voir et t'entendre dès qu'on va mettre le son. Et attendez, je prends mes papiers parce que j'ai demandé à tout le monde de faire plein de présentations et que je me trompe pas de présentation. Donc, Marie, qui est travailleuse du sexe prostituée, militante sur les questions de travail du sexe en Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, membre de l'association PDA, Partage, Droit et Autonomie à Besançon. PDA est une association qui est née en 2010 à Besançon. C'est une association par et pour les personnes exerçant ou ayant exercé le travail sexuel, principalement la prostitution escorting. C'est une association tenue uniquement par des bénévoles qui font des permanences hebdomadaires conviviales pour briser l'isolement et tenter de tisser des liens entre collègues de multiples horizons, partager du matériel de prévention et réduction des risques. Elles fondent l'Allée Vert, rue et Internet pour faire connaître l'association et proposer de l'autosupport aux personnes qui exercent la prostitution. Elles ont aussi des actions tournées sur l'extérieur, à échelle locale, plaidoyer, création de liens avec des structures sociales, de santé, politique, organisation
d'événements publics, manifestations. Et elle forme également les Cégides. Et c'est de cela, ah là là, t'es vraiment dans mon dos en énorme, Marie. Et c'est de cela dont tu vas nous parler maintenant. Je vais essayer de me tourner. Merci beaucoup. Et donc, ouais, si tu peux, je pense qu'il faut, je sais pas si on t'entend, et si tu as 10 minutes. D'accord. Là, je suis en train de parler, mais je sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend. Le son, en tout cas, rentre dans l'ordi. On t'entend. Je sais pas s'il faut qu'on monte un peu le son. Alors, je vous explique un peu avec ce que je me rappelle, parce que ça fait quelques années et il a des coups un peu échappé. Et j'avais aussi un petit peu le fil. Quand il y a eu la première vague de monkeypox, / variole du singe, j'ai reçu un appel d'un gars qui bosse pour l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui m'a dit, à l'époque j'étais référente régionale du STRAS, c'était comme ça qu'il avait eu mon contact, et il m'a dit oui madame, est-ce que vous pourriez dire aux prostituées de la région de se faire vacciner pour la variole du singe? Je lui ai dit mais monsieur, est-ce que vous savez combien de personnes qui exercent le travail sexuel en Bourgogne-Franche-Comté? Je crois qu'il n'avait pas trop idée. Donc voilà, c'est une assez bonne illustration des fois d'une certaine méconnaissance des réalités, on va dire. Et moi, je l'avais dit, je veux bien, mais il faut financer, quoi, parce que je veux pas le faire bénévolement. Parce que, je sais pas, il y a à peu près, d'après mes chiffres, il y a à un instant T à peu près 800 personnes, en tout cas, qui travaillent par Internet sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, ça a commencé comme ça. En fait, je suis devenue prestataire de service pour l'ARS, pour faire des tournées numériques, pour de base faire la promotion du vaccin variole du singe. Voilà. Donc c'est très, j'explique un peu le contexte de comment je me suis mise en lien avec eux. Parce qu'on n'avait jamais trop eu bien avec l'ARS, je crois. À part qu'ils donnaient des capacités craquées, mais du coup on n'avait pas trop eu bien où on était reconnus pour notre travail, quoi. Voilà, je suis un peu stressée, dans 2 minutes ça ira mieux. Mais... bref. Donc j'ai fait ça, je pense que c'était en 2021, 2022, un truc comme ça. Et après je leur ai envoyé mes bilans de tournée numérique. En leur disant un peu c'était quoi les problèmes rencontrés. Et il y avait par exemple la question des résultats de dépistage qui ne pouvaient pas être récupérés par les personnes qui étaient en tour, parce qu'il y avait certains Cégides qui ne voulaient pas, qui disaient non, on veut vous voir pour vous annoncer les résultats et pas par téléphone. Et ça, moi j'ai dit à l'ARS, en fait ça c'est un problème, il va falloir s'adapter un peu parce que en fait ils n'avaient pas du tout conscience de la question de la mobilité. Et donc pour eux, ils ne comprenaient pas que si tu donnes les résultats une semaine après, la meuf elle est peut-être déjà partie à Quimper ou genre à l'autre bout de la France. Voilà. Donc du coup, je leur ai fait remonter ces trucs-là. Et en fait, c'est eux qui ont proposé, l'ARS, du coup, de faire des retours au personnel des Cégides de la région. Et du coup, en fait, globalement, ils ont décidé d'élargir à la question des personnes trans aussi, parce que je suis désolée s'il y a des gens du Cégide dans la salle, mais les gens des Cégides, des fois, ils sont un petit peu à la ramasse. Enfin, de moins en moins, mais voilà, il y avait quand même vraiment un truc de pas du tout avoir pas du tout apporter des soins adaptés aux personnes. Et du coup, ils pêchaient de ouf, et sur les transidentités, et sur le travail du sexe, et du coup, comme assez souvent, les deux problématiques sont liées. Voilà quoi. Et du coup, la RDF a mis en place avec ENIS, que je sais pas si tout le monde connaît, ENIS. Je sais pas, moi je connaissais pas, mais. Du coup, donc c'est ENIS et l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté qui ont créé et financé une formation qui s'appelait Comment favoriser l'accueil inclusif des publics minoritaires. Voilà. Ça a été un peu compliqué le début. Alors oui, j'ai pas précisé. Du coup, moi j'intervenais sur la question travail du sexe et j'étais avec 2 personnes trans qui intervenaient sur la question de l'accueil des personnes trans et non binaires, quoi, dans les Cégides. Et ça a été un peu compliqué, je le précise parce que je trouve que c'est assez important aussi. Ils ont un peu essayé de nous rouler dans la farine. Genre, ils ont essayé de pas nous payer, puis de nous sous-payer.
Et puis, il y avait un peu un truc de dire, on t'ajoute tout, le machin, sans contrat, et du coup, nous, on a un peu dû être en résistance par rapport à ça, quoi, parce que on se disait, c'est quand même un peu une aberration, il y a quand même un peu de fric, et que du coup, nous, on vient aussi comme experts de notre propre existence, et du coup, on trouvait que c'est un peu abusé de vouloir nous payer, quoi. Donc finalement, c'est plutôt pas trop mal passé après. Et du coup, on a fait 4 sessions de formation en 2023, où on était avec une personne qui s'appelle Coraline Delbar, qui est psychologue et sexologue. Donc c'était elle qui animait à chaque fois 2 jours de formation. Et nous, avec les deux autres personnes, on intervenait une demi-journée. Donc moi, je faisais une moitié de demi-journée sur la question du travail du sexe. Et les autres faisaient une demi-journée sur l'accueil des personnes trans en CJ, quoi, et les différentes problématiques. Du coup, moi, pour monter ma partie de la formation, j'ai posé des questions aux personnes qui fréquentent l'asso PDA à Besançon et des personnes CDF un peu de Dijon aussi que je connaissais, et des observations que j'avais faites sur les journées numériques. Et ils avaient listé un peu les craintes et les obstacles rencontrés, qu'on m'avait envoyés, quoi. Donc il y avait par exemple j'ai peur d'être jugée, on imagine forcément que je suis hétérosexuelle dans ma vie privée, on pense forcément que je me drogue si je dis que je me prostitue, j'ai peur de devoir payer parce que j'ai pas de carte vitale, je parle pas assez le français, je suis jamais dispo le matin pour aller sur les horaires d'ouverture, etc. Voilà. Et donc du coup on a fait donc les 4 sessions de formation, il y en avait 2 à Besançon, une à Dijon, une à Chalon-sur-Saône. Et du coup, avec ces 4 sessions, normalement, il y a à peu près tous les gens de tous les CGID de toute la région qui ont pu venir. Bon, peut-être que vous ne savez pas où c'est la Bourgogne-Franche-Comté. On est une région assez rurale. Et du coup, en fait, on a des petits CGID comme par exemple à Vesoul ou à Belfort. Et en fait, c'est des CGID qui sont ouverts genre 3 heures par semaine. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a vraiment une problématique un peu de ruralité, quoi. Donc du coup, ça a créé des obstacles. Alors voilà, c'est un peu dans tous les sens, mais j'ai quand même des notes. Souvent, les retours qu'on a eus, c'était on n'a jamais vu de PDF. Bon, ça, après, moi, je leur disais, c'est pas que vous en avez jamais vu, c'est surtout que sur moi, ils ne vous ont pas dit qu'elles le faisaient, et pourquoi ils ne vous ont pas dit, etc. Ça, c'était plutôt dans les régions rurales, dans les départements ruraux. Parce qu'en Côte d'Or et dans le Doubs, il y a déjà une sensibilisation un peu sur ces sujets, parce qu'il y a des assos communautaires et il y a des services sociaux qui suivent un peu les profils, genre des CHRS qui sont pas mal. Voilà. Donc, dans mon intervention, en gros, je leur posais la question d'abord, c'est quoi pour vous le travail du sexe? Quand on parle de travail du sexe, ça vous évoque quoi? Et c'est quoi une escorte, par exemple? Parce que du coup, nous, dans notre région, on n'a pas trop de travail en extérieur, c'est plutôt du travail par Internet et beaucoup en tour. Il y a un tout petit peu de travail de rue, vite fait à Besançon. Un petit peu de travail de rue à Besançon, sinon il y a un peu des camionnettes sur l'assaut des Loirs, mais c'est déjà des personnes qui sont suivies. Du coup, le CGIP les connaît déjà et du coup, il n'y avait pas trop de problématiques par rapport à ça. Enfin, ils ont déjà un accès aux soins qui n'est pas trop mal, j'ai l'impression. Donc voilà, le budget, c'est de casser un peu les idées reçues des personnels des CGID, tester leur connaissance et tout. Voilà, et du coup, je faisais un focus sur vraiment l'exercice de la prostie en Bourgogne-Franche-Comté, en BFC. Donc je leur expliquais un peu les différentes formes et les situations auxquelles ils pourraient être confrontés. Je leur ai expliqué beaucoup la question de la mobilité, parce que ça, c'est vraiment un truc qui ne captait pas du tout, mais c'est normal, parce que c'est pas très intuitif, mais qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui qui bougent, et la question de l'isolement, donc la difficulté d'accès aux soins. Et aussi, un des trucs qui a bien marché, c'est que je leur parlais du jargon. Enfin, je leur ai expliqué un peu c'est quoi le jargon qu'il peut y avoir dans le travail et qui peuvent donner des indications sur les pratiques sexuelles. Donc, par exemple, le mot nature, quand on parle de rapport nature, pas nature, etc. Le CIM, ça veut dire come in now. Enfin, voilà, je leur ai fait un peu un lexique, on va dire. Parce que pour moi, c'était pertinent, vu qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas
dire vraiment comment elle travaille, mais peut-être utiliser des mots. Ouais, je sais pas. Donc voilà, donc c'est à la fois leur donner, casser les stéréotypes, parce qu'il y avait évidemment énormément d'idées reçues, mais en vrai, comme dans la société, quoi, de manière générale. Alors le truc de une prostituée française est libre, une prostituée étrangère est contrainte. Donc j'essaie vraiment de leur faire comprendre que les choses elles sont plus complexes et plus nuancées, et qu'en fait on peut pas savoir grand chose. A priori quand une personne arrive à une consulte saisie et qu'elle a une activité de sexe tarifée, quoi. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils savaient pas du tout que les TDF utilisaient beaucoup la capote pour la cuite. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez rigolo. Enfin, rigolo. C'est pas le mot, mais enfin, c'est un truc que j'ai l'impression qu'il y a. Que souvent, en fait, les gens ne savent pas trop ça, en fait, ils n'ont pas l'habitude de ce public-là. Et du coup, donc, je leur donnais des livres pour soigner le plus pertinemment, quoi. Enfin, orienter vers les, je sais pas, les bonnes. Je sais pas, le bon type de dépistage. Genre, est-ce que vraiment c'est nécessaire de pousser la personne à faire à gratter les amygdales avec un coton-tige si elle fait que du sexe oral protégé. Enfin, voilà. Du coup, on a mis en place des trucs comme dire aux personnes, redire aux personnes qu'elles peuvent avoir un interprète. Vraiment le redire, parce que j'ai l'impression qu'ils ne le faisaient pas systématiquement. Être plus souple sur les horaires d'accueil et donner les résultats par téléphone quand la personne ne peut pas venir. Voilà. Après, on a eu... En fait, ça s'est étalé sur 6 mois, je dirais, ces formations. Et on a eu après des super bons retours, qui étaient principalement liés au fait que c'était des personnes qui vivent les choses, enfin les personnes concernées, en fait. Et ça j'avoue, ça n'avait pas de prix. Même si, moi, j'ai un exercice du travail du sexe qui est ultra privilégié. Enfin voilà, j'ai des papiers français, voilà, je suis genre, etc. Donc il y avait toute cette question aussi d'essayer de rendre visible des situations où les gens cumulent les oppressions. Mais ce qui était pas mal aussi, c'est que moi je leur avais dit, en vrai, à la fin de chaque intervention, posez vos questions gênantes. Genre, ok, vous avez envie de savoir si il faut prendre du plaisir quand on travaille, est-ce qu'on est dégoûté, comment on fait quand un client il pue. J'étais là en mode, dites les choses, comme ça, c'est bon, on en parle entre nous, et puis après, voilà. C'est vraiment allez-y, quoi. Donc ça, c'était trop bien. Et du coup, ça s'est toujours trop bien passé. J'ai une remarque, enfin, un truc qu'on a remarqué, c'est qu'on a eu que des meufs en formation. Alors, je pense qu'il y a plus de meufs qui travaillent dans les Cégides, mais il y a aussi peut-être une posture timidité. Je sais pas. Je lance ça comme ça. Et on n'a pas trop eu les médecins. On a eu beaucoup les infirmières, les personnes qui bossent à l'accueil, les secrétaires infirmières et tout, mais franchement, les médecins, pas trop, quoi. Donc là, ça se faisait un peu chier, parce que, je sais pas, ils ont peut-être qu'ils savent déjà tout sur le sujet, mais voilà. Voilà, j'étais au cas 1. Ah oui. Et après, donc du coup, dans les mois qui ont suivi, j'ai demandé aux personnes qui vont dans les Cégides de me faire des retours sur leurs expériences. Il y a eu du mieux, mais il y a encore des gros couacs. En même temps, c'est sûr que c'est pas avec 1h30 de formation dans la vie qu'on change toute une manière toute une approche, quoi. Et du coup, il y avait quand même des trucs de celles qui sucent nature, on leur propose pas forcément le dépistage par un G, ou au contraire, celles qui sucent pas nature, on les croit pas, et du coup, on les pousse à faire un dépistage par un G, enfin un peu des trucs comme ça selon les CJ. Et puis aussi un truc que j'ai remarqué et qui m'embête, c'est qu'ils n'orientent pas les gens. Enfin, nous à la fin de la formation, en fait, moi j'ai filé une liste des endroits, en gros, si vous avez face à vous une personne qui fait du sexe tarifé, en fonction de ses besoins, est-ce qu'elle veut aller peut-être vers un parcours de sortie, est-ce qu'elle veut aller vers un truc communautaire, est-ce qu'elle a besoin d'un truc administratif, et en fait, du coup, j'aurais fait une énorme liste. Pas une énorme liste parce qu'on a un guide sur ça dans la région, mais il y a quand même des trucs qui existent, quoi. Et en fait, ils n'orientent pas les gens, quoi. Voilà. Donc, du coup, on a eu des trop bons retours sur les évaluations, machin. On a eu des trop bons retours, mais il y a quand même ce truc à la fin de. Ouais, il y a encore du taf, quoi. Mais après, je vais finir sur une bonne note. Du coup, ça, c'était donc le lien avec l'ARS, qui depuis, genre on est BFF depuis avec l'ARS.
ils adorent PDA. Et, et du coup, en fait, ils ont accepté une subvention, de filer une subvention à l'ASSO pour des tournées rues, où du coup maintenant on paye, c'est bon, heureux quand je dis ça, on paye maintenant des meufs, des anciennes travailleuses de rue qui parlent les langues des personnes, quoi, qui bossent en rue. Donc ça, c'est le truc des médiatrices communautaires, que du coup, comme on le disait au début, nous, on n'a pas de salariés. Et du coup, avoir cette thune de l'ARS, c'est un peu chouette, quoi. En fait, en 2024, ils ont financé, du coup, les tournées rues. Et là, on a eu une énorme subvention. Peut-être ça vous fait rire, mais on a eu 13 000 € de subvention. Pour nous, c'est gigantesque. Parce que tous les mois, on galère à payer le loyer. Là, on a eu cette subvention de 13 000 balles qui, du coup, est faite pour continuer d'aller vers le numérique, mais en divisant le travail. Donc, par exemple, là, il y a une meuf TDS qui est une meuf France-brésilienne qui va commencer les tournées web auprès des personnes qui parlent brésilien. Un mec qui va plutôt aller faire de la lézard avec les mecs, etc. Enfin, essayer de faire du communautaire dans le communautaire. Et puis aussi maintenant on est un peu dans leur réseau, genre on a accès à des formations, enfin ils nous proposent quand il y a des formations, des trucs comme ça. Et ça c'est hyper bien. Voilà. Donc en vrai plutôt chouette, et puis surtout après je pense que c'est vachement différent selon, enfin d'une ARS à une autre, mais enfin, nous le gars là qui m'avait appelé il y a quelques années, il est trop bien en fait. Enfin je pense qu'il capte et aussi il voit qu'il y a des résultats. Même si ça reste comme d'hab des tout petits résultats. Mais c'est chouette. Voilà, j'ai fait plus que 10 minutes. Merci beaucoup Marie. Alors d'abord, on y reviendra, mais je vais quand même me permettre de souligner 3 choses que je trouve importantes. C'est d'abord, je pense que quand il y a la présence d'une organisation communautaire dans une région, c'est plus facile aussi pour les ARS de capter quelque chose parce qu'elles ont une interlocutrice, et ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions de France, mais d'où l'enjeu aussi de financer la santé communautaire, parce que tant qu'elle ne sera pas financée, il n'y aura pas des organisations communautaires dans toutes les régions, et donc tant qu'il n'y aura pas des organisations communautaires, ça va être compliqué pour les ARS de capter. Et après, j'aimerais bien qu'on revienne, mais parce que ça c'est un peu ma marotte sur la question, mais après, des horaires d'ouverture des Cégites, parce que je trouve que c'est quand même un énorme sujet que tu soulignes. Et puis bon, ma passion absolue, ou ma détresse absolue depuis un certain nombre d'années, la question de la qualité des préservatifs gratuits. On pourra en reparler, parce que c'est quand même un sujet qui nous occupe beaucoup depuis trop longtemps. Mais avant qu'on en reparle, je vais donner la parole à Giovanna Rincon, figure militante incontournable, bâtisseuse de solidarité. Cours. Tu m'as envoyé plein de trucs, il faut que je... Alors, Giovanna est née à Bogota, elle s'installe en France au début des années 2000, elle a fondé en 2010 l'association Accepteste, qu'elle dirige toujours et qui accompagne les personnes trans les plus précarisées, notamment les femmes migrantes et travailleuses du sexe. Et elle a contribué à la création du FAST, le Fonds d'action sociale trans, un dispositif communautaire d'urgence pour lequel vous pouvez donner de l'argent en ligne encore, je crois. Et elle est au conseil d'administration de SIDAction et vice-présidente du Corévi Île-de-France Nord, en lien avec l'hôpital Bichat. J'ai raccourci beaucoup. Merci, Giovanna. Parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'en introduction, je dirais que la création d'Accepteste, c'est une réponse vraiment communautaire contre la transphobie d'abord, et une réponse effectivement très engagée dans la lutte contre le sida. Le résultat de l'association aujourd'hui, elle se matérialise par l'offre d'une réponse communautaire globale, des prises en charge globales pour. Peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas forcément l'association, parce que il y a ici pas mal de personnes qui connaissent de près le travail de l'ASSO. En réalité, l'ASSO il a été créé en 2010. Aujourd'hui, on a 15 ans d'existence. On est 23 personnes salariées, toutes des personnes communautaires, dont 18, on est toutes des personnes trans. Sous le plan plutôt vraiment structurel, aujourd'hui on accompagne
pas loin de 4000 personnes par an, dont 1200 personnes qui sont domiciliées directement dans notre association, ce qui permet évidemment de créer un ancrage et un lien direct entre ouverture des droits, suivi des droits et proximité permanente avec l'association. En termes de chiffres, aujourd'hui, on a à peu près 77% des personnes qui sont accompagnées qui ne sont pas de nationalité française, dont 33%, ce sont des personnes trans sans papier. En majorité, dans cette file active, il s'agit des femmes trans par la plupart, 65%, ce sont des travailleuses du sexe, avec un 15% de cette file active, des 15% des personnes vivant avec le VIH. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit des femmes trans vivant avec le VIH et évidemment très actives dans le travail du sexe. Aujourd'hui, la réponse, comme je disais, c'est une réponse globale qui va le dépistage à la médiation et l'accompagnement circulaire entre les hôpitaux, et notamment l'hôpital Bichat, ici au nord de Paris, et l'association. Et quand je dis circulaire, c'est que les médiatrices pairs vont tenir des permanences dans l'hôpital et vice-versa, il y a des médecins qui viennent tenir des permanences directement dans nos locaux, ce qui permet effectivement de faciliter et de réduire les délais d'accès aux services hospitaliers, notamment quand il s'agit de personnes qui ont été dépistées à niveau communautaire par TROD directement dans les locaux de l'association, ce qui permet effectivement de... pour moi, c'est important de toucher un mot sur cette partie-là, c'est-à-dire que le fait de dépister par des pairs, ça facilite vraiment le diagnostic, la remise du diagnostic, mais aussi réduire les délais entre, oui, diagnostic, mais aussi accès au traitement et puis efficacité même de ces traitements. La partie sociale, c'est effectivement garantir que les personnes qui ne maîtrisent pas en première la langue et tout le langage administratif, dont aujourd'hui le langage numérique qui devient aujourd'hui un obstacle énorme pour toute la population TDS migrante dans notre association. Et puis, tout ce qui relève vraiment aussi de l'accompagnement vers une insertion professionnelle autre que le travail du sexe. Ce que je veux dire là, c'est que nous, on n'a pas attendu que la loi, comme on dit, pour pénaliser les clients et pour proposer un soi-disant parcours de sortie de la prostitution, se met en place avec autant de prohibitionnisme et de répression. Nous avons dans nos statuts, depuis 2010, la création de l'association, cette offre, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitent se reconvertir ou sortir carrément, ils le font, mais avec un accompagnement totalement, comme on dirait, je ne dirais pas inconditionnel, mais pas forcément dans un statut de rééducation forcée, comme c'est aujourd'hui le cas avec la pénalisation des clients. Voilà. Sur la partie plus aujourd'hui hébergement, je vais insister après sur la partie hébergement parce que c'est quand même aujourd'hui le résultat de ce projet qui prouve qu'effectivement la réponse communautaire sous les besoins matériels, notamment d'hébergement, nourriture, sont essentiels aussi pour qu'on puisse avoir une meilleure observance vis-à-vis de la prise des médicaments, etc. La partie du pôle juridique, je ne vais pas vraiment beaucoup développer cette partie-là. Il y a Lia qui est notre juriste à l'association qui peut-être pourra compléter après. Mais il y a une forte augmentation des violences qui sont accompagnées par l'IA et cette tendance, elle ne cesse pas d'augmenter. Et puis la partie aussi plus de OQTF, notamment auprès des personnes trans séropositives, elle est très importante aujourd'hui. Ce qui nous met dans une situation de devoir
redoubler le temps de travail pour accompagner les recours, mais aussi toutes les victimes des violences. Sur la partie plus besoins matériels, comme tu l'as bien dit, Sarah-Marie, on a créé le Fonds d'action sociale trans. Ce fonds, aujourd'hui, depuis 2020, récolte de l'argent qu'on reverse, nous, en nuit d'hôtel d'urgence, et on aide au transport et d'autres besoins matériels pour les personnes. Alors, c'est de là où c'est parti la création de ce projet d'hébergement à l'association. Aujourd'hui, on a 3 maisons. Ces 3 maisons hébergent à peu près 23 personnes entre les maisons et les nuits d'hôtel qu'aujourd'hui on peut proposer des mises à l'abri en urgence. Une particularité de ce projet, c'est qu'aujourd'hui, parmi ces 23 personnes, 19, elles sont concernées par le TASP, c'est-à-dire des personnes qui sont séropositives et prennent un traitement contre le VIH, et des personnes qui prennent la PrEP. 12 exemples parmi ces 19 personnes, c'est que une, ça fait ses 23 ans qu'elle est séropositive, une femme trans brésilienne qui n'a jamais voulu prendre de médicaments parce qu'elle n'avait pas les conditions, parce qu'elle avait aussi des problèmes d'addiction, et qu'aujourd'hui, elle vit dans cette maison, elle a 55 ans, donc il s'agit d'une femme trans assez âgée aujourd'hui, qui est fatiguée et qui, pour la première fois dans cette maison, elle peut commencer à prendre un traitement parce qu'elle a les conditions matérielles et la tranquillité pour le faire. À côté de ça, un exemple aussi, c'est une femme trans de 30 ans, française, d'origine afrodescendante, qui est rejetée par sa famille ici en France, qui s'est retrouvée vraiment à vivre dans des squats à droite à gauche, qui est beaucoup dans la consommation de produits, mais qui est TDS aussi, qui fait ça dans des conditions des fois pas forcément comme il faut en termes de réduction des risques. Elle prend la PrEP. Donc, pour le coup, là, elle est dans son condition aussi, dans un hébergement où elle peut construire un projet de vie, etc. Bon, sur cette partie-là de l'hébergement, effectivement, là, on prouve qu'effectivement, là, les biens matériels d'hébergement servent vraiment à améliorer l'adhésion et l'observance. Ce qu'il faut dire, c'est que ce projet, c'est un projet autonome, une réponse communautaire autonome, qu'aujourd'hui, il y a très peu de financement et que c'est que la partie de Paris qui commence à être un peu financée par l'ADRIL, de façon un peu plutôt timide. Mais les maisons où on héberge le plus de personnes, elles sont à Saint-Denis. Pour l'instant, on a 0 argent et c'est vraiment une réponse communautaire avec les dons qu'on récolte qu'on peut mettre en place ce genre de projet. Alors, moi, je parle beaucoup d'observance dans notre réponse communautaire, étant donné que moi-même, je suis concerné, que je suis vraiment une patiente experte, et que la question sur comment mettre en place des stratégies nécessaires, non seulement à garantir le bien-être de la personne, la qualité de vie de la personne, la qualité de soins, pour arrêter de prendre aussi cette personne en même temps comme des cibles sanitaires et plutôt les mettre au cœur vraiment d'une démarche de comment améliorer les conditions de vie et lutter contre les discriminations et l'éloignement qui provoque notamment du système de soins. Par ailleurs, le renoncement des soins, parce que c'est un sujet évident aujourd'hui. Toute la population trans aujourd'hui qui est concernée par ces questions de le travail du sexe et la santé sexuelle sont dans une espèce d'abandon aussi parce que effectivement les personnes ils sont plus obligées aujourd'hui à retrouver des endroits, à se reconfigurer des endroits pour pouvoir exercer le travail du sexe, et donc toute la partie préventive passe en 12e degré. Je vais juste insister aussi sur un sujet qui n'a rien à voir direct en début avec le travail du sexe, mais qu'en France, aujourd'hui, on a à peu près 8000 personnes qui séropositives qui ne prennent pas leurs médicaments. Ça, c'est les données de la sécurité sociale. En réalité, parmi ces 8000 personnes, on ne sait pas combien ce sont des personnes séropositives perdues de vue dans les hôpitaux. La question que je pose, c'est combien parmi elles, ce sont des travailleuses du sexe.
l'expérience que je gère depuis novembre de l'année dernière, suite à un appel de la DGS pour me demander d'intervenir suite à un cas d'infection au Rhône-Alpes groupé, c'est-à-dire il y avait une augmentation des cas de séropositivité en Rhône-Alpes et il s'agissait d'une chaîne, c'est-à-dire la souche, il concernait les mêmes personnes. Quand j'ai croisé, évidemment, j'ai réussi à intervenir et trouver qui était, entre guillemets, la responsable de ce problématique. Et il s'agissait d'une femme trans brésilienne en rupture des soins depuis 6 ans. Ce qui veut dire que là, depuis ce moment, j'interviens de façon régulière à distance. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit d'une personne trans TDS qui ne souhaite pas sortir du travail du sexe, qui est beaucoup dans la consommation de produits et qu'il y a des problèmes aussi à niveau psychiatrique, que les conditions matérielles dans lesquelles elles vivent aujourd'hui, elles sont extrêmement précaires. Et c'est que dans cette intervention des coordinations des soins non programmés, parce que ça, c'est la chose qui me parle aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, jusqu'au ce matin, cette personne est devenue indétectable. Elle est accompagnée par une autre association que c'est Action 73. Ce sont des appartements à coordination thérapeutique à Chambéry. Et on a réussi à la stabiliser et elle rentre aujourd'hui dans un appartement de coordination thérapeutique. Donc la situation a été prise en main. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un cas isolé et qu'à l'association aujourd'hui, on a au moins une dizaine de personnes qui sont dans la même situation à Paris et qu'on n'arrive pas à suivre parce que, encore une fois, le décret, il ne nous a pas donné les moyens suffisants pour vraiment suivre de près ce genre de situation. Et que là, il s'agit vraiment des cas de transmission, mais qu'on ne peut pas condamner à cette personne puisque en réalité, ce sont des personnes qui sont dans une grande situation de précarité, qui sont vraiment aussi... ce sont des personnes qui consomment aussi beaucoup. Et que là, il s'agit vraiment de ces stratégies qui doivent garantir un accompagnement qui va au-delà de la médiation, c'est-à-dire c'est vraiment presque l'éducation spécialisée pour aider aussi sur le côté thérapeutique à cette personne. Donc là, pour finir, je pense que la question des moyens devient extrêmement urgente, puisque oui, on a mis des stratégies de dépistage à l'association qui sont efficaces, qui prouvent que le dépistage communautaire proposé à l'association est 16 fois beaucoup plus élevé que quand il s'agit de dépistage fait dans les égides. Or, encore une fois, nous, on n'a pas l'argent pour multiplier notre possibilité d'offres et d'accompagnement vers le dépistage. Voilà. Merci beaucoup, Giovanna. Et je te remercie d'avoir souligné à la fois l'importance de cet accompagnement communautaire, mais aussi de ces ruptures de traitement induites notamment par la précarité, par la mobilité, depuis la pénalisation des clients. Et cette espèce de paradoxe qui n'en est pas un, qui est que d'un côté, on a des politiques répressives qui vont mettre toujours plus en danger les personnes qui exercent le travail du sexe et qui vont mettre en danger ou en difficulté à minima les associations également, parce que ça génère une surcharge de travail pour des associations, alors même qu'elles sont dans une situation simultanément de baisse de financement et avec cette vraie équilibre qui est rompu d'une certaine manière. Enfin, pas d'une certaine manière, qui est rompu complètement. Désolée, je suis dans l'euphémisme, je vois pas pourquoi. Jules Sangim, que j'avais qui exerce le travail du sexe depuis 12 ans, activiste pour les droits des travailleuses du sexe. Il est bénévole pour Médecins du Monde et notamment responsable de mission, donc bénévole chef du projet Jasmine. Il est également photographe et artiste-performeur, notamment dans le cadre du cabaret queer Trou Terrible, Terrible Trou, qu'il a co-créé en 2025 et qui va maintenant nous parler de Jasmine. Bonjour. J'attends que la slide arrive. Du coup, je vais pas mal paraphraser ce qui est écrit pour que la traduction soit plus simple. Et j'ai vu qu'il y avait une coquille. C'est la réduction qui est autogénérée et pas les risques. Donc le programme Jasmine, c'est un programme de lutte contre les violences faites aux TDS
C'est un programme participatif et je vais vous expliquer plus en détail ce qu'on fait. Les objectifs de Jasmine, c'est de donc, lutter contre les violences et notamment les agresseurs récidivistes. On ne peut pas vraiment empêcher un agresseur qui n'a jamais agressé de causer une violence, mais via un système d'alerte, on va peut-être pouvoir empêcher des dangers futurs. On essaie de faciliter l'accès aux victimes au support et au soutien d'organisations communautaires, comme les organisations autour de ce panel. On collecte des évidences pour pouvoir essayer de faire changer la loi, puisque le site est en ligne, et donc on collecte quand même des données de nos utilisatrices. Et à terme, on veut devenir une organisation communautaire. Pour l'instant, on est chapeauté par Médecins du Monde, mais à l'horizon 2027, le but, c'est d'être indépendant et géré uniquement par la communauté. Qu'est-ce que Jasmine? Donc, c'est une banque de données en ligne pour les travailleuses et travailleurs du sexe. On a le système d'alerte que je vais expliquer plus en détail plus tard, des outils d'information en santé et en sécurité, une liste de ressources communautaires. On a également une application uniquement Android qui est liée au système d'alerte et qui permet, par exemple, si vous recevez un coup de téléphone, d'avoir l'alerte, l'app dire « ce numéro est dangereux ». Si votre mère vous appelle, l'app va pouvoir vous dire « non, ce numéro est safe » ou « attention, votre mère est un danger public ». Et on est disponible en 10 langues, puisque c'est un enjeu important de l'accès aux droits et à la santé. Le système d'alerte, comment il marche? C'est une cooptation communautaire, donc seuls des travailleuses, travailleurs du sexe ou des gens qui travaillent avec nous ont accès au site avec un compte. Le site est disponible pour tout le monde, pour tout ce qui est information communautaire, autodéfense, etc. Mais seuls les TDS ont accès au site. Elles peuvent créer des alertes qui consistent à donner un nom, souvent un numéro de téléphone, parfois une adresse email, pour signaler un comportement inacceptable, dangereux ou violent. Inacceptable, ça peut être par exemple quelqu'un qui ne se pointe pas au rendez-vous. C'est la plupart des alertes qu'on a, ça reste des gens qui posent des lapins. C'est une énorme perte de temps pour les travailleuses et travailleurs du sexe. Donc on peut signaler ce genre de choses, mais elles peuvent aussi signaler le fait de s'être fait frapper ou d'avoir un client qui reprend l'argent, ce qui est une chose qui a été vachement révélée par le Jasmine depuis son existence. Une fois que les alertes sont faites et validées par l'équipe en interne, on va les catégoriser entre dangereux, lapins, fantasmeurs. On ne peut pas donner les informations exactes contenues dans les alertes, ce serait juridiquement intenable, puisqu'on pourrait se faire attaquer en justice. Mais du coup, on va pouvoir dire tel numéro a été considéré 3 fois comme un client potentiellement dangereux. Les TDS vont pouvoir googler ce numéro à travers de la banque de données et filtrer potentiellement, en leur âme et conscience, le numéro. On sait qu'il y a des TDS qui vont un peu jouer avec ça et se dire est-ce qu'il a été assez condamné ou pas, et peut-être quand même prendre le client en cas de précarité, mais voilà, on leur donne toutes les informations possibles légalement. Et on a un suivi. Si on a une alerte qui est considérée comme dangereuse ou très dangereuse, notre méthodologie, ça va être d'envoyer un email ou d'appeler la personne pour être sûr qu'elle va bien. On n'est pas nous-mêmes une organisation qui fait du soutien et du suivi, mais en proposant une première écoute, on peut aussi la renvoyer vers les organisations proches de chez elle, vers un hôpital, proposer de trouver quelqu'un pour l'accompagner au commissariat. Mais c'est vrai qu'on est une petite équipe, on n'a pas forcément cette démarche de faire le suivi en entier. Slide suivante. Au niveau des outils et des informations, on a principalement des informations sur la question de la santé, des droits et de l'autodéfense. On a notamment, et j'aurais voulu mettre un screenshot de ça, un questionnaire de santé qui est traduit en plein de langues et qui permet donc de facilement cliquer sur des cases pour dire « Ah, j'ai tel problème de santé ». Ça sort un PDF imprimable qui va pouvoir traduire ça en français pour pouvoir parler à un professionnel. C'est un outil qui est pas mal utilisé pour les personnes qui n'ont pas la chance de parler français en essayant de travailler en France. On a une carte interactive qui répertorie toutes les structures plus ou moins proches du soutien du TDS. Ça peut être autant les Cégides que des CARUD ou des associations communautaires. C'est assez bien fait. Si vous bossez avec le TDS, sincèrement, vous tapez une adresse et vous pouvez voir tout ce qui se passe et filtrer en fonction de ce que vous avez besoin. C'est vraiment très pratique. Je vous le conseille. Je continue. Oh, une autre coquille. L'autre slide. J'essaie d'aller vite pour rattraper le temps perdu.
Quelques données entre novembre 2023 et novembre 2024. On a eu 3110 actes de violence reportés. Donc ça considère uniquement les cas qu'on considère comme risqués, dangereux, très dangereux. Ça ne considère pas les fantasmeurs, les lapins. Vous voyez la répartition. On continue à avancer. En 2732 utilisatrices en mars 2025. Et on a noté une augmentation de 22% en un an. Sur, justement, en mars 2025, uniquement sur le mois de mars 2025, on a 590 matchs positifs, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait une recherche et qui est tombé sur un numéro qui est considéré comme dangereux. On se dit que c'est potentiellement autant de violences évitées. Slide suivante. Et par rapport à nos analyses, en prenant compte l'augmentation des violences et l'augmentation de nos utilisatrices, on pense qu'on a quand même noté une augmentation de 6% des violences entre 2023 et 2024. Donc on constate que les violences augmentent, notamment depuis les Jeux Olympiques. On sait qu'il y a eu un pic de violence et que ça continue, ce qui est logique par rapport à l'augmentation de la précarité et d'une politique mondiale de plus en plus anxiogène. Qu'est-ce que c'est nos challenges ? Il y a justement une augmentation des violences et de la précarité. Transition. Il y a notamment beaucoup de parties de la communauté aussi qu'on a du mal à toucher, notamment les personnes qui ne parlent pas français et qui sont migrantes, voire sans papier, peuvent avoir beaucoup de peur de rentrer en contact avec des institutions ou ne sont pas au courant de ce qu'on fait. Et voilà, il y a des poches de TDS qu'on arrive à toucher, d'autres qu'on n'arrive pas encore à toucher. C'est un des enjeux de faire de l'aller vers et de trouver des ambassadrices pour peut-être représenter Jasmine au sein des communautés. Et le troisième point, c'est le manque de moyens qui s'étend à l'heure actuelle à toutes les associations, mais aussi les financements qui sont monopolisés par les abolitionnistes qui luttent finalement contre ce qu'on fait. C'est toujours un énorme problème en France. Pour continuer sur ce point-là, je vais parler de nouveau du décret de réduction des risques sur les travailleurs du sexe du 2 mars 2017 que Sarah Marie a évoqué tout à l'heure. Techniquement, l'autodéfense est mentionnée comme un moyen de lutte contre les violences sexuelles faites au TDS. Malheureusement, les violences et la réduction des violences n'est pas vraiment pour l'instant considérée comme un enjeu de santé et donc on ne peut pas prétendre avoir des financements ou en tout cas on n'a pas réussi, mais ce serait quelque chose qui faudrait peut-être pousser, notamment si Jasmine veut devenir indépendante de Médecins du Monde à l'horizon 2027. Il va falloir peut-être jouer sur ce levier-là pour avoir plus d'argent. En termes des leçons qu'a permis la création de Jasmine, oui, bien joué. Merci. Grâce aux données qu'on a collectées, on a quand même pu révéler pas mal de violences invisibles. Je parlais par exemple des clients qui reprennent l'argent après avoir eu un booking. C'est quelque chose qui était très peu mise en justice finalement, les gens vont finalement très peu voir la police pour ça. Et donc, grâce à Jasmine, on commence à avoir des chiffres aussi sur des situations qui n'auront aucune chance d'aboutir finalement. Et on collecte toutes ces données-là pour peut-être potentiellement faire changer la loi. On voit qu'inclure les pairs dans le processus, ça nous permet quand même beaucoup plus facilement d'en inclure des nouvelles et des nouveaux, notamment celles et ceux qui ont peur de justement les institutions. Avoir des personnes qui disent « mais moi je l'utilise quotidiennement, regarde je peux l'utiliser devant toi », c'est quand même un bon moyen de répandre l'aller vers en dehors d'une sorte de relation asymétrique où il y a l'institution d'un côté et puis les utilisatrices. Dans le futur, qu'est-ce qu'on veut faire ? Il y a donc le transfert d'activité à une organisation communautaire, ça va arriver d'ici un peu plus de 2 ans. Et on espère que ça va bien se passer. On a besoin de nouveaux fonds pour ça, c'est toujours le nerf de la guerre. Si on a assez de fonds, on pourrait imaginer étendre nos actions, notamment avoir plus peut-être de relations de support, un support en santé mentale, ou même essayer de se lier à d'autres systèmes d'alerte, comme celui de Ugly Mug en Angleterre, où c'est vrai, dans les cas de personnes qui sont en parcours migratoire, à avoir dans chaque pays accès à un système d'alerte avec qui on peut se passer la balle finalement pendant le parcours migratoire d'une personne, ça serait vraiment parfait. La personne arrive sur le territoire et même si elle ne connaît pas la langue et qu'elle ne connaît encore personne sur place, elle a déjà accès à un moyen pour se défendre. Ça peut être le futur qu'on peut avoir en Europe, voire internationalement. Et puis il n'y a pas vraiment de questions, puisqu'on les gardera ensuite. Voilà. Merci beaucoup, Jules.
Et c'est intéressant ce que tu soulignes sur la question de la mobilité qui ne se limite pas à la France, parce que quand on a lancé le système d'alerte Jasmine, à l'époque, une des premières questions qui nous a été posée, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on développait le système d'alerte seulement pour la France, parce qu'il y avait notamment la Belgique, la Suisse, où il y avait des demandes et des personnes qui travaillaient en mobilité entre les 3 pays. Et de la même manière qu'on a pu faire des orientations avec National Ugly Mugs en Angleterre, et de la même manière que parce que Médecins du Monde à une époque avait un programme en Russie, on a pu faire accéder des travailleuses du sexe russes qui venaient travailler en tour en France au système d'alerte. Donc la prise en compte de cette mobilité, c'est quelque chose de très important, mais là encore, si on ne travaillait pas avec des travailleuses du sexe au sein de nos équipes, tout ça ne fonctionnerait pas du tout. Je vais passer maintenant la parole à Anne-Claire Boux, qui est élue en 2020 adjointe à la maire de Paris en charge de la politique de la ville, et puis depuis 2023 en charge de toutes les questions relatives à la santé publique et aux relations avec la PHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, à la santé environnementale et à la lutte contre les pollutions et à la réduction des risques. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci pour l'organisation. Merci à Médecins du Monde, Parapluie Rouge et Amnesty de nous accueillir. Je suis très contente de pouvoir venir échanger sur ce sujet. Alors, l'approche de la ville de Paris, c'est une approche totalement de santé communautaire. D'ailleurs, la santé publique à Paris, c'est largement construite autour de la lutte contre le VIH. Et donc, on est totalement, nous construisons toutes les politiques publiques de santé dans cette approche communautaire, et notamment sur la question, en effet, de passer par les pairs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on travaille en partenariat, et je salue Giovanna, avec Accept-ST, avec le PAST, avec le Bus des femmes, puisque nous faisons totalement confiance à ces associations, à ces partenaires, pour pouvoir porter ces actions de santé communautaire, pour pouvoir faire de l'aller vers. Il y a toutes les maraudes, par exemple, que fait le PAST, où on est en soutien et dans un lien assez proche aussi avec le pôle santé sexuelle de la ville de Paris et les Cégides. La question aussi, de l'accès aux soins. On a des centres municipaux de santé à Paris où on fait un accueil inconditionnel. Donc AME, pas AME, on accueille les personnes comme elles sont et on les accompagne. La présence d'interprètes aussi dans nos centres de santé municipaux qui est importante et à laquelle on tient. On a des centres de santé municipaux qui sont aussi des centres de santé médico-sociaux où on a des assistantes sociales qui sont là aussi pour aider, par exemple, les personnes qui doivent faire un dossier AME. Et c'est d'ailleurs ce qu'on soutient aussi chez Accept-ST, c'est l'accès aux soins, mais aussi l'accès aux droits sociaux. Ça a été dit par Giovanna, c'est aussi important de pouvoir avoir cette approche globale pour les personnes concernées. La question des Cégides, il y a beaucoup de points qui ont été abordés aussi, comment on peut s'adapter au mieux sur les horaires, sur l'accompagnement. Donc ça aussi, on essaye, nous, on a 23 Cégides à Paris, et que maintenant on appelle ça des centres de santé sexuelle parce qu'en fait on a tout regroupé sous une approche, parce qu'il y a 2 histoires. Il y a l'histoire de l'accès à l'IVG et il y a l'histoire de l'accès au dépistage, IST, VIH. Et donc aujourd'hui l'objectif ça a été d'avoir des centres de santé sexuelle inclusifs où chacun et chacune peuvent venir. On a vraiment ces 2 approches, à la fois nous, Paris, nos centres de santé municipaux, nos Cégides, où on est vraiment dans cette approche inconditionnelle, et à la fois le travail qu'on va faire avec les associations, où il y a le lieu dans le 18e d'Accept-ST, où là, on est vraiment dans une approche communautaire. Et donc, les personnes, elles peuvent choisir, en fait, là où elles ont envie d'aller. C'est aussi comme ça qu'on se positionne. L'accès aussi, on travaille avec Vers Paris sans sida, sur l'accès aussi à des outils, notamment pour les TDS qui vont, en effet, on en a beaucoup parlé,
bouger d'une région à l'autre et comment on peut avoir des guides qui leur permettent de trouver des ressources, quelle que soit la région où elles sont. La sensibilisation des médecins pour l'accès à la PrEP. Donc voilà, je vais vérifier. On distribue des préservatifs gratuits à la ville de Paris. Du coup, je vais vérifier s'il y a des problèmes de qualité ou pas. J'ai noté pour la petite, ce petit sujet-là. Donc, c'est toute cette approche où les personnes sont là. Enfin, nous, on est là pour donner les clés aux personnes et qu'elles puissent faire leur choix. Et on a aussi, je pensais tout à l'heure, il y a la question aussi des personnes usagères de drogue qui a été mentionnée, où là, on a travaillé avec la préfecture d'Île-de-France, l'ARS, pour ouvrir un lieu pour pouvoir accueillir un lieu uniquement pour pouvoir accueillir les femmes et pour pouvoir les accompagner, qui est un lieu d'hébergement, mais aussi un lieu où on peut avoir un accompagnement la journée pour progressivement. C'est des lieux qui sont à mi-chemin entre les CARUD et entre les communautés thérapeutiques, parce que en fait, entre le CARUD, on a aussi l'espace de repos à Porte de la Chapelle, où là, on est vraiment sur un dispositif de premier recours où les usagers et usagères de drogue peuvent venir juste faire une pause après une prise, laver leurs affaires, se doucher, faire des dépistages santé. Donc, et parfois, ce qu'on a remarqué, c'est que la bascule entre ces lieux-là et un parcours, si les personnes le souhaitent, nous, si les personnes souhaitent entrer dans un parcours de sevrage, on est là pour les accompagner. Après, c'est leur libre choix. Nous, on se met à disposition. Mais en tout cas, la création aussi de lieux qui sont intermédiaires, où on reprend aussi juste simplement, où on aide les personnes à reprendre simplement leur vie en main. Et c'est pour ça qu'on a créé ce lieu dans le 20e, qui est un lieu d'accompagnement intermédiaire, qui fait de l'hébergement jour-nuit, et un lieu dans le 14e aussi, où on est là aussi sur l'accompagnement, comment on reprend son alimentation en main, comment on gère le craving. Voilà. Donc on essaye en fait de mettre en place des dispositifs sur mesure, et c'est vraiment l'échange avec les associations communautaires qui nous inspirent, qui nous donnent les clés. Et nous, on se met à disposition pour soutenir leurs projets, parce que en fait, c'est vraiment nous, on est vraiment toujours dans le par et pour les personnes concernées, et c'est comme ça en fait, et c'est une longue histoire de la ville de Paris. C'est comme ça qu'on continue à travailler. Et j'ai fait un tour assez... Ah oui, la question aussi, on a un autre dispositif qui est la PMI Cité, qui est un endroit aussi pour les femmes enceintes à la rue, qui permettent, où là on peut avoir aussi des TDS qui sont prises en charge, où on peut accompagner pendant une grossesse les personnes. Donc on essaye vraiment d'avoir... tous ces lieux, y compris, il y a la question, on a parlé de la question des horaires, mais il y a la question avec ou sans rendez-vous. Par exemple, au centre de santé sexuelle de l'Hôtel Dieu à Paris, vous pouvez venir sans rendez-vous. Et ça aussi, ça nous paraît un point important d'avoir cette marge de manœuvre. Donc voilà, je pense que ça donne, j'espère que j'ai rien oublié, mais je pense que ça donne une image un peu complète de la façon dont nous, on se place en accompagnement sur ces sujets-là. Jamais dans une approche moralisatrice, mais vraiment dans une approche de réduction des risques. Après, c'est vrai qu'on est aujourd'hui, nous, on sécurise énormément toute la politique publique en termes de santé et de réduction des risques qu'on a créée à Paris, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit ce qui se passe un peu partout, c'est sûr qu'on se dit que parfois à Paris, on n'est pas à l'abri. Alors on est beaucoup de politiques à lutter contre la montée de l'extrême droite, contre la montée des populismes. Par exemple, on a étendu l'accès à l'IVG dans tous nos centres de santé sexuelle, parce que certes, aujourd'hui, l'IVG est garanti dans la Constitution, mais on sait très bien que l'accès à l'IVG, il y a des Cégides qui sont menacés partout aujourd'hui, il y a le planning familial qui est menacé.
Donc en fait, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte qui est compliqué. Et même à Paris, il faut continuer à rester mobilisé parce que ça peut arriver plus vite que prévu. Je pense qu'aux États-Unis, je me rappelle la première élection de Trump, ça a été, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qui se passe quoi, on n'y croyait pas. Et il est de retour en plus une deuxième fois. On s'est dit là vraiment. Donc voilà. Donc l'importance de continuer à se mobiliser et c'est aussi dans cette lutte militante politique qu'on se positionne à Paris. Merci beaucoup Anne-Claire. Et merci d'avoir rappelé l'annuaire. Merci. Et merci d'avoir rappelé l'annuaire TDS en mobilité qui a été réalisé avec le soutien de Vers Paris Sans Sida et Santé publique France en collaboration avec la plupart de nos associations. Il se trouve que, voilà, on le disait quand même, plus il y a d'organisations communautaires sur un territoire, moins d'une certaine manière les organisations communautaires sont en danger et pourtant le danger n'est pas aux États-Unis, mais bien ici. Et on va l'association Griselidis avec Camille Desalle qui travaille chez Griselidis et qui est depuis 3 ans et qui est maintenant co-directrice de l'association, et Luna Bolatti, trésorière au sein du conseil d'administration de Griselidis, qui vont nous présenter justement la manière dont les organisations communautaires sont très concrètement mises en danger à l'heure actuelle en France. Bonjour, merci d'avoir invité Griselidis. Pour vous présenter un peu l'association, c'est donc une asso de santé communautaire à Toulouse qui a cette année 25 ans, qui suit plusieurs actions, donc des actions en santé et santé sexuelle, vu que c'est historiquement une association née dans la lutte contre le sida, mais aussi des actions dans tout ce qui va être social, dans la lutte contre les violences touchant les TDS, que ce soit dans l'exercice du travail du sexe, mais aussi dans leur vie en général. Des actions de plaidoyer afin de lutter contre les lois dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et qui sont assez déplorables. Des actions de formation à destination des professionnels et des futurs professionnels amenés à rencontrer des TDS. Et une action à destination des mineurs qui vendent des services sexuels. L'association Griselidis fait également des déplacements physiques en région 1 fois par mois, par exemple des maraudes et des permanences dans les Cégides ailleurs qu'à Toulouse, et aussi à une action à l'échelle nationale via notamment des tournées sur le net, donc des maraudes à destination plutôt des travailleuses du sexe qui trouvent des clients sur Internet. L'équipe de Griselidis, c'est une équipe pluridisciplinaire avec 5 personnes qui travaillent dans le pôle médiation. Au pôle médiation, il y a uniquement des personnes qui ont l'expérience du travail du sexe ou de la migration. En l'occurrence, actuellement, il y a au pôle médiation une personne ghanéenne, une personne bulgare et une personne colombienne. Il s'agit de médiation à la fois dans la rue, sur le terrain, mais aussi sur Internet. Au pôle social, il y a 2 personnes éduques. Il y a aussi 2 personnes qui travaillent sur le pôle santé et 3 personnes au pôle administratrice. Et la méthode d'intervention de Griselidis, c'est donc plutôt l'aller vers un accueil inconditionnel et bien sûr une approche féministe. L'approche en santé communautaire, c'est le cœur de Griselidis depuis 25 ans à sa création. Concrètement, par exemple, nous recrutons des TDS sur la même grille salariale que les infirmières ou que les éducatrices spécialisées, car nous valorisons les savoirs expérientiels autant que les savoirs universitaires. En France, même si cela tend à évoluer, il y a peu de reconnaissance institutionnelle de la santé communautaire comme méthodologie d'action efficace. Cependant, c'est une des leçons de la lutte contre le VIH. L'implication des personnes concernées est nécessaire, certes politiquement, mais surtout en termes d'efficacité, afin que les personnes accèdent aux soins. Les actions de Griselidis, depuis 25 ans, sont reconnues par les institutions et les financeurs concernant la santé,
SIDAction, donc la Fondation historique de lutte contre le VIH, a fait partie des premiers financeurs et nous avons un partenariat financier solide avec Santé publique et l'ARS Occitanie. Cependant, pour d'autres institutions et financeurs, il y a un problème idéologique au point de ne pas nous financer. Pour rappel, la France a un positionnement abolitionniste, c'est-à-dire que les clients sont pénalisés et les TDS sont considérés comme des victimes qu'il faudrait sortir de la prostitution. Or, Griselidis affirme depuis 25 ans son positionnement politique. Nous ne sommes pas abolitionnistes, nous ne sommes pas réglementaristes. Nous militons pour la décriminalisation du travail du sexe, avec pour objectif que le travail du sexe puisse être exercé comme toute autre profession. Par exemple, comme le métier de masseuse qui s'exerce au choix en indépendante, en salariat, avec un patron ou sans patron. Griselidis s'est agréé pour la mise en place du parcours de sortie de la prostitution, le volet social de la loi 2016 abolitionniste en France. Il est rare qu'une association non abolitionniste soit agréée pour le PSP, comme vous l'avez souligné, puisque c'est souvent les assos abolitionnistes qui monopolisent ces subventions. Merci. Bonjour. Moi, je vais parler de restriction des libertés associatives et je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'une calomnie que Griselidis a vécue et surtout, je vais vous raconter les conséquences de cette calomnie parce que, en soi, la calomnie, c'est pas le sujet principal du jour, mais c'est vraiment les conséquences qu'elle a eues. Donc, je vais commencer mon histoire. Fin 2024, le mouvement d'Uni 31 a accusé Griselidis d'avoir voulu faire annuler une conférence du mouvement d'Uni. 31, c'est à Toulouse, là où Griselidis est. Griselidis n'a pas fait annuler cette conférence, c'est faux. C'est un groupe féministe local qui a fait une action militante pour faire annuler cette conférence abolitionniste. Ce groupe féministe local est un groupe féministe local et n'est pas Griselidis. Donc, Mouvement d'Uni, Griselidis, groupe féministe local. Griselidis a démenti 2 fois sur Instagram son implication dans cet événement militant. Donc, 2 fois, on a dit « c'est pas nous ». Et le groupe féministe local a dit 1 fois sur Instagram « c'est nous ». Le Mouvement d'Uni a du coup fait un post Instagram et un communiqué sur leur site internet qui nous accusait d'avoir donc fait annuler cet événement. C'est pas nous, je rappelle. Et ce qui est intéressant, enfin, ce qui est bien joué, en fait, j'ai envie de dire, de la part du Mouvement d'Uni, même si c'est pas agréable de l'admettre, mais ce qui est bien joué du Mouvement d'Uni, c'est la deuxième partie de leur post Instagram. Donc, je vais vous la lire. Le Mouvement d'Uni, après avoir dit que c'était nous qui avions fait annuler la conférence, conclut en disant « L'association Griselidis est pourtant agréée pour les parcours de sortie de la prostitution et financée par l'État pour l'accompagnement des victimes mineures de la prostitution. » Donc, là où le Mouvement d'Uni a été fine, c'est qu'ils n'ont pas cité spécifiquement nos financements ARS ou Santé publique France ou SIDAction ou Solidarité SIDA. Pas non tout ce champ de financeurs, mais bien l'autre champ de financeurs qu'on a quand même la chance d'avoir, c'est-à-dire les financements de la préfecture ou de la direction générale de la cohésion sociale qui, elle, nous finance sur les mineurs et la préfecture sur les parcours de sortie de la prostitution. Suite à cette calomnie, donc quand ils ont dit que c'était nous, mais en fait c'était pas nous, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, Griselidis avait obtenu une subvention de l'Agrasc, donc encore un sigle. L'Agrasc, c'est un fonds un peu particulier où, je vous la fais courte, mais l'État récupère les biens criminels, voilà, les prend, les revend, a donc de l'argent en échange de ces biens qu'ils revendent, et avec cet argent fait un fonds qui s'appelle l'Agrasc, et l'État choisit donc qu'est-ce qu'elle fait de cet argent. L'argent va aux victimes, et l'argent va aussi aux associations qui luttent contre la prostitution. Nous, on ne lutte pas contre la prostitution parce qu'on n'est pas à Bolo, mais qu'on est pour la décrime. Mais quand même, pour la première fois, on a eu une réponse positive. On va pouvoir bénéficier de cet argent pour accompagner les personnes qui se prostituent. Donc, on est très contente. C'est 40 000 €, donc on est vraiment très, très contente. Donc voilà, on a été contente une semaine. Et ensuite, on a reçu un mail de la préf qui nous a dit bah non, en fait, un mail vraiment de 5 mots qui était quelque chose comme la subvention ne vous est pas accordée au final. Dans ce mail, il y avait non seulement cette mauvaise nouvelle, mais aussi une
vais dire invitation par politesse, mais le vrai mot c'est convocation à un rendez-vous de recadrage avec donc nous, la déléguée régionale du droit des femmes et à l'égalité, donc la personne de la préf de la région sur les femmes qui s'occupe de la prostie, et aussi la déléguée départementale du droit des femmes et de l'égalité, donc son homologue, mais au niveau départemental. Voilà. Donc, on vient d'apprendre que, soi-disant, on a fait une conférence, mais en fait, c'est pas nous, parce que c'est un groupe féministe. En plus, on avait 40 000 €. On les a pu, on a un mail, on va se faire engueuler. Et du coup, juste pour le contexte, le projet de la GRASC qu'on avait enfin obtenu, on était trop contente. C'était un projet de diffusion du parcours de sortie de la prostitution à l'échelle régionale, parce que nous, on est agréés sur le PSP, donc le parcours de sortie à l'échelle départementale et notamment à Toulouse, où on le met en place avec l'Amicale du Nid et le Mouvement du Nid à l'échelle toulousaine. Et là, nous, ce qu'on avait proposé comme projet, c'était, vu qu'on intervient déjà à l'échelle régionale, comme Luna disait, et qu'on connaît déjà qu'on connaît déjà beaucoup de travailleuses du sexe en Occitanie, on s'est dit, en fait, on va continuer à parler de santé, à faire des permanences dans les Cégides, à donner du matériel de réduction des risques. Mais en plus, si on rencontre des personnes qui souhaitent intégrer ce dispositif et qui souhaitent bénéficier de leur droit en fait à bénéficier de ce dispositif, on va leur expliquer ce que c'est, on va leur donner des conseils et on va les orienter vers les associations locales qui sont agréées parcours de sortie de la prostitution. Je ne vais pas en parler maintenant, mais c'est un gros travail, les PSP. Et nous, on ne peut pas le faire à l'échelle régionale en termes de ressources humaines, mais on peut dire à des TDS, à Albi, qu'elles peuvent aller voir le CIDFF ou autre association agréée, en leur disant, si tu veux arrêter, tu peux aller voir tel asso et elles t'accompagneront dans ce parcours. Un super projet, 40 000 €, voilà, qu'on a eu une semaine, je le rappelle. Donc voilà, on a perdu cet argent et la possibilité de mettre en œuvre ce projet. Et nous, le projet, il est vraiment pertinent parce qu'en fait, pour nous, c'est qu'une asso de santé communautaire en fait, qui peut faire ça parce que les assos Abolo, Agré, PSP, elles connaissent pas les filles par la Lévert, elles vont pas dans la rue, elles font pas de maraude. Du coup, elles peuvent pas leur parler du PSP. Et voilà, et du coup, c'est à nous en fait de faire le lien entre toutes ces personnes. Et voilà, c'est ça qu'on proposait. Donc c'est vraiment un projet, non seulement de l'argent, mais aussi du projet dont on doit faire le deuil à cause du Mouvement du Nid qui a dit que c'était nous, mais en fait, c'était pas nous. Donc, après cette semaine, on a reçu le mail qui disait qu'on n'avait plus l'argent. On a quand même essayé de lutter un petit peu. Et du coup, on a vraiment demandé des explications à la DRDFE et la DDFE, donc les deux personnes qui ont dit qu'on n'avait plus l'argent. Vraiment parce qu'en fait, on avait besoin d'explications concrètes, quoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'argent ? Et nous, en fait, on voulait un mail qui disait « On a cru qu'en fait, vous aviez fait annuler une conférence, mais en fait, c'est pas vous. Mais vu que trop tard, on s'est trompé, mais en fait, on vous a retiré les sous. » Voilà. On attendait ce mail. Bon, évidemment, elles ne l'ont pas écrit parce que... la préfecture ne peut pas écrire ça, mais en fait, c'est ça qui s'est passé, quoi. Mais on a quand même reçu un mail très intéressant de monsieur le préfet, monsieur Pierre-Henri Durand, donc le préfet de l'Occitanie. Et ça, c'est madame la sénatrice Anne Souiris qui a contacté le préfet pour nous. En gros, on a demandé du soutien à toutes les personnes qui nous soutiennent. Et du coup, madame Anne Souiris lui a envoyé un mail en disant, en gros, pourquoi est-ce que Grisé-les-Dix n'a plus la subvention de 40 000 € qui lui a pourtant été allouée pendant une semaine. Le préfet a répondu qu'on n'avait pas la subvention parce que lui, il ne l'avait jamais validée et donc que si lui, il ne valide pas, ça veut dire qu'on ne l'a pas. Et effectivement, on n'a pas eu la notification de subvention officielle du préfet, on a juste eu un mail informatique des personnes en dessous de lui. Mais bon, bien. Mais ce qui est intéressant, c'est le dernier paragraphe de son mail, donc je vous le lis aussi, qui dit « Enfin, les informations qui me sont parvenues concernant un manque de distance de l'association Grisé-les-Dix à l'égard de groupes manifestant des comportements agressifs. » Ce groupe supposément agressif, c'est le groupe local féministe qui est allé faire annuler la conférence, qui n'est pas nous et qui n'était pas non plus agressif, si vous voulez tout savoir, mais bref. Ainsi, du coup, là, voilà, il dit Grisel, sont trop proches des gens qui sont agressifs. Et il dit aussi ainsi que son positionnement réglementariste en contradiction avec l'esprit de la loi 2016. On n'est pas réglementariste, on est pour la décrime. Voilà, on pourra le réexpliquer si vous le voulez, ça fait 25 ans qu'on l'explique à tout le monde. On n'est pas réglementariste, on n'est pas pour les maisons closes, on est pour la décrime, on veut que le travail du sexe soit un travail comme les autres. Du coup, voilà,
ainsi que son positionnement réglementariste en contradiction avec l'esprit de la loi 2016, qui considère la prostitution comme une forme de violence. Donc voilà, tout ça à cause du fait que supposément on est proche avec des personnes agressives et qu'on est réglementariste. C'est faux parce qu'on est pour la décrime. À cause de ça, ça remet en cause la confiance que l'État peut nous accorder. Donc ça, c'est chiant, parce que du coup on a perdu des sous et on a perdu un super projet. Mais en fait, ça c'est quand même un truc de ouf, parce que le préfet met noir sur blanc qu'une association non-abolitionnisme ne peut pas être financée. Donc en termes de liberté associative, peut-être que je fais un raccourci un peu trop rapide et dans ce cas-là je m'excuse, mais si on n'est pas d'accord avec l'État, on n'a pas le droit d'être financé. Voilà. En gros, ça c'est l'histoire de la calomnie. Et ensuite, je vais juste en 2 phrases conclure et analyser la situation. Nous, ce qu'on a compris en fait de tout ce qui s'est passé, c'est que ça fait plusieurs années que Griselidis grossit, gagne en légitimité, qu'on est de plus en plus reconnu, malgré qu'on ne soit pas abolitionniste et qu'on soit du coup une asso de santé communautaire. Et on a gagné vraiment beaucoup de légitimité auprès des financeurs. Et là, quand je parle de financeurs, je parle vraiment des financeurs qui représentent l'État, donc la préfecture, la DGCS, etc. Donc par exemple, depuis 2017, on a le PSP, ce qui est rare pour une asso qui n'est pas abolitionniste. Et on a aussi un financement sur les mineurs qui vendent des services sexuels depuis 2023. Donc ça, c'est vraiment des gages de reconnaissance de ces institutions. Et nous, on a l'impression que cette reconnaissance, elle vient depuis la crise sanitaire du Covid-19, où nous, on est restés ouverts et en fait... pendant que tout le pays était confiné, il y avait quand même des personnes qui étaient dehors dans la rue, qui étaient migrantes et qui n'avaient pas de chez elles pour se confiner. Et du coup, nous, on est restés, on a fait des cagnottes, on a donné des aides d'urgence, on a donné des préservatifs, on a donné de la nourriture. Enfin, on a aidé ces personnes à survivre parce qu'en fait, avant, elles survivaient de la prostitution, donc des clients, mais les clients étaient confinés et elles étaient dehors, donc elles n'avaient plus d'argent. Bref, on est vraiment devenus... c'est peut-être un peu présomptueux, mais on est devenu incontournable, en tout cas dans la réduction des risques auprès des TDS, au minimum à Toulouse, voire en Occitanie. Et ça, c'est vraiment les institutions l'ont reconnu à ce moment-là. Mais malgré tout ça, où on a eu, entre guillemets, le vent en poupe grâce à cette période et grâce à notre expertise, on n'est pas abolitionniste et on ne le sera jamais. Enfin, ce n'est pas notre association et ce n'est pas nos méthodes d'intervention. Et du coup, ça dérange vraiment. Et nous, comme on analyse la situation, c'est qu'en fait, le mouvement d'Uni, vous avez mis le feu à cette petite allumette qui en fait déjà était prête à être allumée et il a juste fallu cette petite chose pour qu'en fait ça commence à donner du pouvoir aux institutions qui souhaitaient remettre en cause notre travail et remettre en cause leur confiance auprès de nous. Et du coup, nous, suite à toute cette histoire, donc fin 2024, on constate un effet domino en fait de ça où il y a d'autres financeurs maintenant qui sont encore en perte de confiance par rapport avec nous, qui mettent en pause nos financements, qui stationnent. Enfin, vraiment, ça a impacté, mais l'ensemble, beaucoup de choses en tout cas, nous, qui nous concernent. Je ne peux pas rentrer dans les détails des autres financeurs qui ont moins confiance en nous en ce moment par confidentialité et voilà. Et je ne veux pas mettre en danger l'association en parlant publiquement des autres problèmes actuellement. Voilà, et du coup, toute cette histoire, plus nos actions de plaidoyer, la parole qu'on porte, tout ça, c'est des choses qui peuvent mettre à mal nos financements et c'est des choses qui peuvent mettre à mal le lien de confiance avec les financeurs. Et voilà, et du coup, pour conclure, effectivement, nous, ça nous est arrivé, de par notre expérience, de constater une restriction de nos libertés associatives et en particulier de notre liberté de parole. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Juste, c'est quand même assez important de se dire qu'en fait, on est dans une période en France où des associations qui sont à la limite de la délégation de service public, on ne va pas se mentir, qui ne sont plus forcément financées uniquement sur leurs résultats, mais également sur leur positionnement, et qu'on constate quand même une libération très très nette de la parole qui vise à remettre en cause les libertés associatives, ce que soulignait à l'instant Camille. Il nous a été dit à plusieurs reprises que de toute façon, on ne serait pas financé chez Médecins du Monde sur certaines régions parce que notre positionnement n'était pas abolitionniste et que dès lors qu'on n'était pas abolitionniste, on ne pouvait pas être financé.
Ou alors, on a très souvent entendu la remise en cause de la terminologie employée en nous disant que depuis 2016, on ne doit plus employer la terminologie travail du sexe, que c'est interdit par la loi. Donc il y a une vraie extrapolation et une remise en cause de quelque chose qui était admis, c'est-à-dire que les questions de santé publique, le travail avec les travailleuses du sexe, c'était un respect de la parole des personnes concernées, un respect de l'autodétermination, et maintenant, même ça, au nom de l'idéologie, s'est mis en danger. On est hyper en retard, donc on va faire plusieurs choses, on va réduire les questions et réduire la pause. Je suis vraiment désolée. Je vais prendre peut-être une ou deux questions, observations de la salle si vous en avez. Is that okay? Firstly, I was going to say, even though that we have partial criminalisation in the UK, we have exactly the same problem as like abolitionists, feminists who try and ruin our funding all the time. One of the questions I wanted to ask is that in the UK we don't have sex workers as a targeted group for HIV at the government. We're deliberately excluded. We're one of the few countries that has that, so we have no funding for it. We have absolutely nothing because we're not even considered a priority group to begin with. And I was just sort of wondering if you had any advice on how to tackle that battle, because I'm trying to work with the government to challenge this, and they're not having it. One of the things that we hear is it's too stigmatising to include sex workers, and the other one is that we have no evidence that sex workers have HIV, so we're not going to put our resources towards them. C'est des conseils parce que les TDS, elles sont pas inclus parmi... Oui, voilà, elles ne font pas partie des populations clés, que les réponses qui sont apportées, c'est généralement soit que ce sera de toute façon trop stigmatisant que d'inclure les travailleuses du sexe dans les populations clés, et donc d'avoir des financements VIH, soit ça sera, il n'y a pas de preuve que les travailleuses du sexe sont touchées par le VIH, et que donc il n'y a pas de raison de les inclure. Donc je ne sais pas si autour de... Hein ? Moi j'aurais peut-être un début de réponse, en fait. C'est-à-dire qu'en France, on a, je pense, une particularité dans l'histoire des mobilisations communautaires des travailleuses du sexe qui font qu'il y a eu des recherches-actions dès le début de l'épidémie du VIH-Sida. C'est les travailleuses du sexe, en fait, qui ont répondu les premières. Du coup, il y a eu des organisations communautaires très tôt, dès le début des années 90, ce qui fait que, en fait, je pense qu'elles ont été incluses parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'être sorties des populations clés. Parce qu'au niveau mondial, elles le sont de toute façon, mais je pense que dans certains endroits, en fait, elles sont sorties parce que les femmes cisgenres exerçant le travail du sexe en Europe, européennes, sont moins affectées par l'épidémie, mais dès lors qu'on les sort pas, je ne sais pas après s'il y a d'autres explications, mais moi c'est vrai que c'est un peu l'analyse que j'en fais, c'est qu'en fait on a toujours eu une approche communautaire chez les travailleuses du sexe en France. Bonsoir, Asia de l'association PAST. J'aurais une question pour le projet Jasmine. Quand est-ce qu'il sera disponible sur iPhone ? Et est-ce qu'il sera disponible sur iPhone ? Parce que pas mal de TDS ont des iPhones et ne vont pas passer à autre chose qu'iPhone. Alors, c'est la faute d'Apple. C'est pas dans les bacs pour l'instant. Surtout quand on a des problèmes de financement. Il faut savoir que de toute façon, pour pouvoir faire une alerte, pour pouvoir produire une alerte, il faut passer par le site internet. Et donc, on soit sur Android ou sur Apple, il va falloir aller sur le browser et aller sur l'utilité de l'application. C'est vraiment pour instantanément, en recevant un coup de téléphone, faire la distinction, ce qui est très pratique, notamment pour les personnes qui ont besoin de plusieurs clients par jour pour arriver à subsister. Mais voilà, pour l'instant, Apple, c'est pas dans les. Mais c'est pas une question d'argent. Oui, mais je sais que même si on avait le droit, à l'heure actuelle, on n'aurait pas forcément non plus les moyens de le développer. Donc il y a le côté l'Apple Store et Apple ne va pas nous laisser le faire. Mais même si on avait ça, je sais qu'à l'heure actuelle, on n'aurait pas les moyens de développer l'app pour un autre service. C'est parce qu'en fait, Apple n'est pas suffisamment protecteur des données personnelles et qu'ils ne peuvent pas interroger simultanément en ligne une base de données. Donc ça implique de télécharger une base de données sur le téléphone pour qu'ils puissent l'interroger. Et s'il y a une base de données avec des données personnelles identifiantes dans un téléphone, c'est dangereux et c'est pas suffisamment protecteur des données personnelles. Donc c'est vraiment ça la problématique, c'est qu'en fait, à un moment donné, pour le coup, il faut aller faire du lobbying auprès d'Apple.
Et pourquoi pas directement faire quelque chose qu'on puisse télécharger nous-mêmes et pas passer directement par le site, avoir un moyen une facilité, parce que c'est vraiment pas simple. Même pour moi qui suis un peu dans l'informatique, franchement c'est une galère. On est en train de refaire un peu les formulaires des pages pour que ce soit plus simple. Effectivement, c'est quelque chose qui a été créé en 2018 et il y a eu pas mal Enfin, finalement, on a assez d'utilisatrices maintenant pour voir ça peut-être que c'est pas la meilleure façon de le mettre en tant que on parle d'expérience utilisateur en fait, d'UX. On est en train d'améliorer ça pour que ce soit plus facilement manipulable. Ça prend toujours un peu de temps, parce qu'on fait des allers-retours avec les devs. On espère que peut-être ça réglera des problèmes d'accessibilité, mais il faudra passer par le browser sur son téléphone ou sur son ordinateur, quoi qu'il arrive pour l'instant.